Voilà. Alors, normalement, on est en ligne aujourd'hui. Je vais vérifier ça Ouais, vérifie quand même. sur le FM1. Est-ce que tu as le... T'es en ligne, toi? Attends, parce que moi, déjà, faut que je Vous... mette à de la reverb là-dessus. Ok, alors, chers tous, C'est bon, on est dessus? Ouais, normalement, ouais, on est je vois en bas, dessus. ouais. Tu Ouais. nous vois? Superbe, ça y Alors est. en bas, moi. Voilà, Voilà. exactement. On est en ligne. Donc, merci à tous de nous accueillir chez vous pour ce troisième épisode de la deuxième saison du FM Live. Je suis aujourd'hui toujours avec mon camarade et compère Stéphane Fernandez Une petite pensée à et, Alex. et petite pensée à Alexandre Héroux qui nous regarde. Ah, merci Michel, tu nous entends, merci. Et aujourd'hui, voilà, on accueille Romain Bertrand. Romain Bertrand pour parler de, de l'arrivée de Magellan et plus largement des Philippines il y a 500 ans. Bonjour Romain Bertrand, comment allez-vous? Bonjour. Bah écoutez, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. Ça faisait très longtemps qu'on voulait faire cette émission sur les Philippines, sur l'histoire des Philippines. Jusqu'ici, on s'était attelé à parler de l'escrime philippine. Euh, voilà, on a traversé un petit peu avec quelques invités l'histoire philippine en France. Et voilà, on voulait aborder ce moment historique en fait, et d'autant plus que aujourd'hui même, on pourrait dire, on fête les 500 ans. Alors je ne sais pas si c'est une fête totale, mais on verra justement comment on peut en parler. Mais voilà, les 500 ans de l'arrivée des Espagnols, et plus particulièrement de Magellan, de son expédition sur l'île de Cébou. Donc je vous présente très rapidement, ou je vous laisse vous présenter. Donc vous êtes professeur Sciences Po, spécialiste de l'histoire des décolonisations, et plus particulièrement dans la région du sud-est asiatique. Bah oui, c'est ça. Alors l'histoire surtout des colonisations, pas tellement Ah des... oui, c'est vrai, j'ai été un peu vite. Ouais. Enfin, disons que ce qui m'intéresse, c'est la période coloniale en Asie du Sud-Est. Donc cette partie de l'Asie du Sud-Est qu'on appelle le monde malais musulman, pour la simple raison qu'on y parle un peu partout cette langue et que l'islam s'y est répandu voilà, rapidement à partir du XIVe siècle. Donc en gros, c'est l'ensemble des archipels de l'Asie du Sud-Est, depuis l'Indonésie jusqu'aux Philippines. Et j'ai plus particulièrement travaillé sur Java, sur les Philippines depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis maintenant, je travaille sur Bornéo, sur la côte nord de Bornéo. Où je ne peux pas aller en ce moment, donc c'est un peu en suspens. Voilà, là on est un petit peu tous bloqués ici. On avait des voyages prévus pour cette année, bah, c'est reporté. Euh, bon, en tout cas, voilà, on va pouvoir parler. On me dit qu'on vous entend peu. On vous entend peu. Et pourquoi on vous entendrait peu? Alors, ça c'est toujours un problème de son. Alors, c'est ma marque de fabrique, hein, très personnelle d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on vous entendrait peu d'ailleurs? Vous Tiens, m'entendez tiens. bien, vous? Bah, Ouais, moi, je c'est vous parfait, entends ouais. extrêmement bien. Alors, est-ce que là, on peut refaire un son, voire pas du tout, me dit Ah, Michael. oui. Tiens, alors là, c'est encore pire que ce que je pensais. Alors, excusez-moi, c'est toujours. Non, non, Je vous je vous en avais prie. dit hein, qu'on était en direct et que j'avais toujours Gaston le son. Oui, merci Philippe Nicolai qui nous entend. Michael, alors ici, je vais essayer de monitorer un petit peu mieux ce que je suis en train de faire, mais je vais voir. Alors, monitoring simplement, allez-y. Oui. Vous Ouais, voulez que je reparle un peu voilà, pour voir normalement, si vous m'entendez mieux? voilà, normalement, ça devrait être, j'espère, un peu mieux. Est-ce que les amis
désactiver, désactiver. Est-ce que maintenant, ça va mieux? Tout le monde va mieux? C'est toi qu'on n'entend plus. Normalement, moi, on m'entend maintenant. Tout le monde entend. Tout le monde. Alors, dernière question à tous. S'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez? Vous allez me dire oui, je vous entends. Dites-moi. On nous entend tous? Vous voulez que je reparle un peu ou... Alors, on reparle un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? J'ai normalement ici, voilà, je devrais être bon. Voilà. Donc ici, on est bien. Première conférence FM Live mi-mai, c'est ce qu'on me dit. Toujours pas? Toujours? Toi, tu l'entends ou pas du tout? Moi, Attends, faut que je le lance parce que... Ah, parfait. Ah, on me dit parfait, c'est bon, on vous entend tous. Ça y est, on commence. Donc, on perd pas de temps. On reprend. Donc, je vais résumer. Donc, Romain Bertrand, vous êtes spécialiste de l'histoire des colonisations dans l'Asie du Sud-Est. Vous avez écrit, donc c'est aussi comme ça que je vous ai connu et rencontré la première fois. C'est Romain Bertrand qui a fait le tour de quoi? L'affaire Magellan. Et c'est exactement sur ce ton-là qu'on va pouvoir commencer. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on avait... moi, j'étais à l'école, très bien. Magellan a fait le tour du monde. Il se trouve que... Voilà, si on fait les comptes, et des simples comptes, en fait, hein, on s'aperçoit que, sans spoiler l'histoire qu'on va raconter, mais qu'il a fait un demi-tour du monde, finalement, Magellan. Alors, juste avant de commencer là-dessus, je voudrais qu'on parle un petit peu des Philippines préhispaniques. Aujourd'hui, les Philippines, voilà, c'est le pays que l'on connaît, avec des milliers d'îles, des millions de personnes, mais qu'est-ce que c'était que les Philippines avant l'arrivée justement des Espagnols? Oui. Alors, vous avez dans le PowerPoint, si vous arrivez à le partager, la carte. Je suis challengé aujourd'hui, c'est formidable. Merci. Voilà, la 13e diapositive de la présentation, qui est simplement une carte de l'Asie du Sud-Est pour aider à situer ce dont on va parler. Alors tout d'abord, c'est évidemment très dur de répondre à ces questions, puisqu'on n'a pas, pour les 13e, 14e, début du 15e siècle, beaucoup de documentation. On n'a pas d'archives, on n'a pas de texte. C'est essentiellement l'archéologie qui nous permet de comprendre comment ces sociétés des Philippines à la fois fonctionnaient et puis étaient insérées dans des espaces beaucoup plus vastes. Et il faut souligner tout de suite que l'idée même de Philippines pré-hispaniques, elle est très étrange. Elle est très étrange puisqu'en fait les Philippines, avant l'arrivée des Espagnols, ne sont près rien du tout. Elles ne sont pas dans l'attente en fait de la survenue ou du surgissement des Européens. C'est toujours la même chose. Il y a un petit problème de mots, comme lorsqu'on parle de la période précoloniale, par exemple, en Afrique ou en Asie. Non, il y a une histoire de l'Asie au XIVe siècle, au XVe siècle, comme il y a d'ailleurs une histoire de l'Afrique au XVe siècle. Et en fait, on ne les dit précoloniales ou pré-hispaniques ou pré-européennes, ces histoires, qu'à partir du moment, d'une certaine façon, où on pense que l'histoire commence avec les Européens. Voilà. Alors, ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'histoire n'a pas commencé avec l'arrivée des Européens en 1521, sur l'île de Cebu, dans la partie centrale des Philippines, dans les Visayas. On sait qu'en fait, les Philippines étaient reliées au reste du monde depuis très longtemps. Elles étaient reliées au reste de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire à toute la partie occidentale de l'Indonésie. Elles étaient reliées à la péninsule malaise, à une époque où commençaient à émerger un peu partout en Asie du Sud-Est des sultanats, des petites sociétés politiques côtières où les souverains sont devenus des sultans, se sont entourés d'érudits musulmans. Donc tout ça, c'est un processus qui commence dans les années 1350. C'est-à-dire presque 200 ans avant l'arrivée des Européens, on a l'arrivée de l'islam. Alors, quelle trace on a de cette arrivée, en fait quelle trace on a justement de ces commerces, en fait, puisque c'était des routes aussi commerciales en Asie du Sud-Est? C'est la première chose à dire, c'est-à-dire que l'islam s'implante en Asie du Sud-Est, donc non seulement aux Philippines, mais en Indonésie, à partir du XIVe siècle, pas du tout sur le mode de la conquête, pas d'armées musulmanes qui débarquent et qui s'implantent par la force des armes, sont en général des commerçants musulmans
qui viennent parfois de très très loin, parfois de la péninsule arabique elle-même, le plus souvent de l'Inde du Sud, où il y avait déjà de grosses communautés musulmanes installées. Et en fait, ce sont ces négociants musulmans qui vont peu à peu répandre l'islam. Et en général, d'ailleurs, dans les récits qui nous parlent de la conversion à l'islam en Asie du Sud-Est, eh bien, c'est la conversion du souverain, du roi, donc celui qui était avant un raja, c'est-à-dire un roi au sens indo-bouddhiste du terme. Eh bien, c'est le roi qui se convertit, donc il a un rêve, où il voyage magiquement jusqu'à la Mecque, etc., ou tout simplement il reçoit un prédicateur qui lui enseigne la vraie foi, les piliers de la foi. Voilà, donc c'est l'islam qui se répand, on pourrait dire, de lieu de commerce en lieu de commerce à travers tout l'archipel. Et dans le cas des Philippines, c'est un scénario qui est même très complexe et qu'on connaît mal, parce qu'en fait l'islam est probablement arrivé en 2 vagues, donc en 2 fois. Et la première vient probablement de Chine. D'accord. De Chine, où dès le 8e, 9e siècle, on a en fait des communautés musulmanes très importantes dans toute une partie de l'ouest de la Chine, c'est ce qu'on appelle les royaumes musulmans, qui sont en fait le terminus en Asie des routes de la soie. D'accord. Voilà. C'est une histoire que la Chine n'aime pas trop raconter aujourd'hui, parce qu'en gros, ça correspond au pays ouïghour, c'est-à-dire une région musulmane de Chine qui est à l'heure actuelle très fortement réprimée. On est en plein Donc dedans, lorsque là. la Chine raconte l'histoire des routes de la soie, elle a un peu tendance à oublier qu'en fait, une grande partie de son territoire à l'époque était musulman. Et donc il y a des communautés marchandes musulmanes qui sont implantées en Chine, de l'Ouest et du Sud, au 8e, 9e siècle. Et c'est probablement ces communautés musulmanes qui ont commencé à naviguer vers les Philippines et qui auraient apporté les Philippines dans toute cette partie de l'archipel qui est en gros la mer de Sulu. Donc Palawan, Jolo, etc. L'islam serait arrivé dès le 9e, 10e, 11e siècle. Voilà. Et puis il y a une deuxième vague au 14e et 15e siècle qui vient du sud et qui vient de l'Indonésie. Ça, c'est la grande vague en fait qui vient de l'océan Indien, qui traverse l'Indonésie et qui remonte vers les Philippines. Et ça donne l'islam tel qu'on le connaît à Mindanao. Voilà. Et le dernier point, donc ça c'est plutôt, disons, les grandes influences culturelles ou religieuses avant l'arrivée des Européens. Donc c'est une islamisation qui n'est pas encore totale. Il y a quelques petits points dans l'archipel indonésien et aux Philippines qui sont déjà devenus musulmans. Et puis il y a de vastes territoires qui ne sont pas du tout encore musulmans. Et le dernier point, c'est que ce qu'on sait par l'archéologie, c'est qu'en gros, partout où on creuse aux Philippines aujourd'hui, partout, donc à Luçon, sur la côte nord de Mindanao, dans les Visayas, donc vraiment dans toutes ces petites îles du centre de l'archipel, à Cebu, à Leyte, etc., eh bien on trouve de la céramique chinoise, donc la céramique bleu et blanc de la période Ming, donc de la céramique du XIVe siècle. Donc ça veut dire que dès le XIVe siècle, plus d'un siècle avant l'arrivée des Européens, ben, on a déjà des liaisons commerciales très très fortes avec des flottes de grandes jonques chinoises qui viennent en fait vendre alors essentiellement de la céramique bleu et blanc et puis des objets en bronze. Voilà, des bronzes sculptés, très probablement en les échangeant contre peut-être des épices, peut-être des produits de la mer. On pêchait des tas de choses qui intéressaient beaucoup les Chinois dans les eaux des Philippines. Des choses assez bizarres. On pêchait des concombres de mer qu'on faisait sécher, qui sont quelque chose qui est toujours très prisé dans la gastronomie chinoise aujourd'hui. On pêchait des perles, etc. Donc voilà, avant l'arrivée des Européens, les Philippines, c'est pas un petit coin perdu du monde et complètement déconnecté, quoi. C'est au contraire, ça fait partie en fait du grand ensemble commercial qui court de l'Europe jusqu'à l'Asie. Voilà. D'accord. En fait, c'est ce que vous dites sur la céramique. En fait, on retrouve dans certains récits, justement, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais quand ils reviennent en Espagne sur une certaine route, ils font l'expédition de retour. On ne dira pas encore qui fait partie de cette expédition, mais ça fait des arrêts et justement, à un moment, on les sert. Ça c'est écrit dans votre livre. Voilà, dans cette céramique-là, ils se rendent compte que oui, ils n'étaient pas seuls finalement à arriver et à découvrir ça. Donc, alors justement, quand on arrive ici, maintenant, on peut, là, on a situé, on a recontextualisé, on va dire un petit peu toute cette région Asie du Sud-Est. De l'autre côté du monde, voilà, en Europe, il y a quelqu'un qui est Fernand de Magellan, voilà, qui
qui arrivent et qui commencent à imaginer un voyage. Aujourd'hui, en fait, on peut se dire, vous parliez de route de la soie, donc on sait déjà qu'il est baigné aussi par des récits de Marco Polo, de routes commerciales très intéressantes en fait, et à cette époque-là, il y avait l'or noir, en fait je ne sais pas comment on l'appelait exactement, mais c'était les épices qui commençaient à exciter beaucoup de gens, beaucoup de royaumes. Si je resitue un tout petit peu, en Europe, les deux grandes puissances qui se partageaient un petit peu le monde sur la carte, on va dire, c'était le Portugal et l'Espagne. Oui, et là, tout on à fait. rencontre Magellan qui a un petit peu ce paradoxe, c'est-à-dire, qui est Magellan? Il est portugais ou espagnol? Alors juste avant, il faut dire pourquoi il y a en fait il y a un désir d'épices en Europe, et effectivement les épices peuvent coûter très 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 cher, les épices qui viennent d'Asie, parce que le seul endroit au monde où on produit, en fait on récolte la noix muscade et le clou de girofle, eh bien ce sont des petites îles en Indonésie, les petites îles de l'archipel des Moluques, Ternate, Tidore, Banda. Donc il y a un seul endroit au monde où on produit ces épices, ce qui explique le prix phénoménal eh bien, quand elles arrivent en Europe. Mais simplement, il y a un léger problème, c'est que tout ça, vous l'avez dit, c'est les routes de la soie, c'est-à-dire ces grandes routes de commerce entre l'Europe et l'Asie. Mais à partir du milieu du XVe siècle, eh bien, en fait, ce sont les pouvoirs musulmans, Ouais. c'est-à-dire ce qui va devenir l'Empire ottoman, qui deviennent, on pourrait dire, les passeurs exclusifs des épices entre l'Asie et l'Europe. Donc 1453, c'est la conquête de Constantinople, donc ce qui va devenir Istanbul, et ça veut dire qu'entre l'Europe et l'Asie, il y a maintenant un pouvoir politique continental qui s'appelle le pouvoir seldjoukide dans un premier temps, et puis ottoman dans un deuxième temps, et évidemment qui va opérer comme une sorte de gatekeeper, c'est-à-dire qui fait venir les épices d'Asie, et puis qui les revend à des gens qui vont aller les revendre aux Européens. Et c'est ce qu'on appelle les échelles du Levant. Il y a des ports tout le long de la côte, Smyrne, Alep, où les Vénitiens, les Arméniens viennent acheter aux Ottomans les épices qui viennent d'Asie. Et évidemment, plus il y a d'intermédiaires, plus le prix augmente. Et la raison pour laquelle le Portugal décide de trouver une route vers l'Asie en contournant l'Afrique, et va mettre 50 ans en fait à contourner l'Afrique, c'est-à-dire à descendre le long de la Sénégambie, golfe de Guinée, jusqu'à trouver donc la route de l'océan Indien, eh bien c'est pour essayer d'aller s'approvisionner directement en épices en Asie, sans passer en fait par le pouvoir ottoman. Deuxième point, vous l'avez dit, alors pourquoi l'Espagne et le Portugal? Parce qu'en fait, il y a un traité qui est signé entre les deux puissances. Alors celui-là, il est très intéressant. Oui. Il a été, justement, en fait, il a été au cœur de tout ce tour du monde, finalement. Voilà, sans ce traité, on ne comprend absolument pas le tour du monde de Magellan, qui de fait n'a jamais véritablement fait le tour du monde. Donc en 1494, dans une petite ville qui s'appelle Tordesillas, en Espagne, il y a un traité qui est signé entre le Portugal et l'Espagne, et qui en gros divise le monde en deux. Voilà. Vous imaginez l'océan Atlantique, et vous tracez une grande ligne de haut en bas, donc un méridien en plein milieu de l'océan Atlantique. Voilà, en gros, entre le Brésil et l'Afrique, en plein milieu. Tout ce qui est à l'est de cette ligne, eh bien, c'est réservé aux entreprises de découverte et de conquête du Portugal. Donc, tout ce qui est à l'est de cette ligne au milieu de l'Atlantique, eh bien, seul le Portugal a le droit d'aller y voir et donc de lancer des expéditions d'exploration ou de conquête. Et donc tout ce là, qui on est parle de l'Afrique, en fait, de tous les continents qui est voilà. de ce Eh ben, côté-là ça donne l'Afrique, Okay. ensuite l'océan Indien, découvert par Vasco da Gama, et ensuite l'Inde, où les Portugais, au début du XVIe siècle, vont implanter comme ça des petits fortins tout le long des côtes de l'Inde, et ensuite donc continuer vers l'Asie du Sud-Est, vers la péninsule malaise. Et puis à l'ouest de cette grande ligne qui divise l'Atlantique, eh ben ça c'est réservé aux Espagnols, et ça donne les Amériques. Voilà. Mais dans les années 1510, en fait, le problème, c'est que les Espagnols estiment qu'ils sont les grands perdants du traité de Tordesillas. Pourquoi? Parce que si on prend l'année 1519, l'année 1519, c'est l'année où Magellan part avec sa grande expédition. On en reparlera, 5 navires, presque 250 hommes, des dizaines de tonnes de victuailles, d'armement, etc. Ce que Magellan, soldat portugais, a vendu aux Espagnols, puisqu'en fait le roi du Portugal n'a pas voulu donc écouter son projet,
Eh bien, c'est l'idée justement qu'il va trouver une route vers l'ouest, hein, donc en restant dans le domaine des Espagnols, pour aller en direction des îles aux épices. Donc effectivement, Magellan, on ne le comprend que si on voit ce monde divisé. Hein. Et alors, le truc, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, tout le monde savait que la Terre était ronde. Hein. Oui. Depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est ronde. Hein. Depuis Aristote, on sait que la Terre, elle est ronde. Alors, il y a des gens qui se demandent si elle est vraiment ronde comme une balle de ping-pong, si elle n'est pas un peu ovale comme un ballon de rugby. Oui, Il y a des débats. Ça pourrait être un cylindre, tout ça, en fait. Voilà, mais en tout cas, la rotondité de la Terre, Ouais. le caractère sphérique de la Terre, on le sait depuis l'Antiquité. Donc le Magellan n'a pas montré que la Terre était ronde. Par contre, comme on savait que la Terre était ronde, eh ben, le problème, c'est que la ligne qu'on avait tracée au milieu de l'Atlantique, on savait qu'elle se prolongeait de l'autre côté du globe, en Asie. Et donc, le problème, c'était de savoir où passait cette ligne en Asie. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'elle passait un peu à droite des Philippines ou un peu à gauche des Philippines? Parce que ça changeait tout. Ça voulait dire que soit les îles aux épices, l'archipel des Moluques, qui est un peu au sud des Philippines, appartenait soit aux Portugais, c'est ce que défendaient les Portugais. Les Portugais étaient convaincus que la ligne passait largement à l'est des îles aux épices, donc les îles aux épices leur appartenaient. Et ce que Magellan va vendre comme projet au roi d'Espagne, c'est au contraire l'idée que pas du tout. En fait, la ligne passe à gauche et donc les îles aux épices appartiennent aux Espagnols. Ouais. Et il se trouve qu'en 1519, en fait, les Espagnols ils pensent qu'ils sont les grands perdants du traité de Tordesillas. Parce que depuis 15 ans, les Portugais, eux, ils naviguent vers l'Asie. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert des petits forts tout le long des côtes de l'Afrique. Et c'est le début de la traite négrière. C'est là que naît l'esclavage africain par les Européens. Donc ça commence à rapporter beaucoup d'argent. Ensuite, ils découvrent l'Inde et l'Asie du Sud-Est, et les épices et l'argent des épices coulent à flot. Donc les Portugais sont très contents du traité de Tordesillas. En revanche, les Espagnols, en 1519, le seul truc qu'ils ont découvert aux Amériques, c'est les îles des Antilles. Voilà. Donc on a planté un peu de tabac, un peu de coton, un peu de canne à sucre. Les populations indiennes ont été décimées par la conquête, par les épidémies et tout. Et en gros, les Amériques, ça rapporte rien du tout. Voilà pourquoi les Espagnols sont très contents quand Magellan survient et leur dit « Moi, j'ai l'idée d'une route qui permettrait de couper à travers les Amériques pour aller en Asie directement, et donc pour rafler, on pourrait dire, les épices au nez et à la barbe des Portugais. » Donc à ce moment-là, en fait, on n'a pas de carte précise du monde, hein, on fait des supputations, donc on est sur des lignes imaginaires qui passeraient, donc là, elle passe par le Brésil, hein, pour être très précis, elle passe par le Brésil. Le voyage, la trajectoire de Magellan, alors il va faire une trajectoire où il va longer la côte et il va arriver jusque là. Mais juste avant... oui. Alors je voudrais vous mettre les cartes, mais je ne sais pas comment partager en fait sur ce logiciel. Alors je vais essayer de le faire aussi de mon côté. Juste avant, je voudrais aussi qu'on parle de Magellan justement et des moyens en fait qu'il va mettre en place, qui vont être mis en place pour ce voyage. Et aussi l'objectif. L'objectif, on en a parlé. D'accord. C'est certainement pas de faire le tour du monde. C'est un objectif commercial avant tout. Mais surtout, en fait, il y a des moyens colossaux qui sont mis là-dessus. Il faut se rappeler que quelques dizaines d'années avant, Christophe Colomb est parti, il n'avait pas du tout les moyens qu'a Magellan. Oui, Christophe Colomb avait 3 fois moins d'hommes et 3 fois moins de bateaux en termes de tonnage que Magellan en 1519. Hein. Colomb pour sa première traversée en 1492. Donc c'est effectivement l'expédition de Magellan en 1519. C'est la plus grande expédition de découverte qui ait jamais été armée jusque-là par les pouvoirs ibériques, aussi bien par l'Espagne que par le Portugal. Alors, le problème de Magellan, en fait, c'est que Magellan, c'est pas simplement un personnage historique. Magellan, c'est un mythe. C'est l'un des plus grands mythes de l'imaginaire européen des grandes découvertes. Lorsqu'on pense exploration du monde, il y a quelques noms comme ça qui s'allument dans notre esprit. Il y a celui de Christophe Colomb, il y a celui de Pissarro et des richesses du Pérou, et puis évidemment, il y a celui de Magellan, le premier à avoir, nous dit-on, fait le tour du monde. Et le problème, c'est que dans la plupart des choses qui composent cette légende, eh bien c'est faux, tout est faux dans la légende Magellan. Alors d'abord, Magellan n'a pas fait le tour du monde, puisqu'en fait il est mort aux 2 tiers du périple, précisément aux Philippines, en avril 1521. Attention, spoiler. Voilà. Deuxièmement, Magellan n'avait
ni pour intention, ni pour mandat de faire le tour du monde, puisque précisément le roi d'Espagne lui interdisait de pénétrer dans la partie du monde réservée aux Portugais par Tordesillas. Ça veut dire que lorsqu'il était arrivé par l'ouest aux Philippines, il n'avait pas le droit de traverser l'Asie portugaise et de remonter les côtes de l'Afrique portugaise. Sinon, c'était une déclaration de guerre, en fait, tout simplement. Non, sinon, c'était la guerre entre les deux royaumes. C'est ça. Et comme le roi d'Espagne, Charles Ier, futur empereur Charles Quint, ne voulait pas d'une guerre avec le Portugal, eh bien, dans les instructions qu'il a données à Magellan, il y avait des instructions pour les voyages de découverte. Il y avait un contrat signé entre le découvreur et la couronne, et le roi, qui s'appelait des capitulations. Eh bien, le premier article des capitulations, c'est « Jamais vous ne pénétrerez dans la démarcation des Portugais ». Autrement dit, interdiction absolue de faire le tour du monde. Et par ailleurs, on n'a aucune preuve, on a très très peu d'écrits de la main de Magellan, mais on n'a strictement aucune preuve que Magellan ait jamais voulu faire le tour du monde. Donc en fait, Magellan, ça n'est pas un gentil découvreur parti pour le bonheur de la science, montrer que la Terre était ronde et qu'on pouvait en faire le tour. C'est un homme qui est un soldat de carrière. C'est-à-dire qu'avant de s'embarquer pour son expédition, pendant plus d'une dizaine d'années, eh bien Magellan, c'est un soldat. C'est un soldat qui combat pour le compte du Portugal, en Inde, sur les côtes marocaines, etc. C'est un guerrier professionnel, Magellan. Pas du tout un savant, voilà. Et son expédition, effectivement, c'est une expédition économique et politique. Il s'agit de trouver une autre route pour les îles aux épices pour s'emparer, tout simplement, de la ressource ou de la manne dont bénéficient les Portugais. Alors Stéphane, tu as une question ? Ouais, non, moi, juste avant de partir sur l'expédition, le début de l'expédition, qu'est-ce qu'on sait de qui est Magellan, en fait, ses origines, sa famille, voilà, qu'est-ce qu'on sait de sa vie avant tout ça ? Ce qui est assez génial avec Magellan, et c'est ça qui donne aussi l'envie d'écrire un livre sur lui, c'est que il y a une sorte d'écart monumental entre le fait que tout le monde croit connaître Magellan, et en tout cas tout le monde connaît le nom de Magellan, quoi. C'est un nom qui résonne, qui claque au vent, quoi, comme un étendard, et en même temps, on sait presque rien de sa vie. On sait presque rien de sa vie. Donc on a très peu de documents, et on sait presque rien de sa vie précisément parce qu'il est mort avant d'avoir fait le tour du monde. Il n'est pas revenu. Donc il n'a pas pu écrire sa propre légende. Si on en sait autant sur Christophe Colomb ou sur Pizarro ou sur d'autres découvreurs, c'est qu'en fait, pour aller vite, les mecs ont survécu à leur conquête. Et donc, ils ont écrit l'histoire, réécrit l'histoire, en se donnant en général le beau rôle. Donc, Cortés a réécrit 50 fois l'histoire de sa conquête de Mexico, et il a, on pourrait dire, tressé sa propre légende pendant des années, des années et des années. Et comme Magellan n'est pas revenu, eh bien, Magellan n'a pas pu faire ça. Alors, ce qu'on sait de Magellan, pas grand-chose. Il est né dans les années 1480. Il est né dans la ville de Porto, peut-être dans les faubourgs ou dans un village des environs de Porto. Et ce qu'on sait, c'est que très jeune, eh bien, alors, il appartient à une famille qui est de la toute petite noblesse. Donc, en gros, voilà, toute petite noblesse ibérique, c'est pas beaucoup plus que des gros paysans, des propriétaires terriens un peu plus fortunés que les autres. Donc, c'est pas du tout la haute aristocratie. Magellan, c'est pas un capitaine, c'est pas un commandant, c'est un simple soldat. On sait qu'il devient soldat au service de la maison du roi, probablement vers l'âge de 14-15 ans. On a quelques documents qui nous montrent qu'il progresse, mais tout doucement, c'est juste un cavalier parmi d'autres. Voilà. Et surtout, on sait qu'entre 1505 et 1512, donc pendant presque 10 ans, il va partir guerroyer aux Indes. Donc en fait, il va partir pour participer à toutes les batailles que le Portugal va mener dans le golfe Persique et le long des côtes de l'Inde, à Cochin, à Cananore, à Goa, pour implanter comme ça des petits fortins en Asie. Et puis fin 1512, après la prise, alors ça c'est très important comme épisode, il participe à une bataille qui est la bataille du sultanat de Malacca. Sultanat de Malacca qui est au sud de la péninsule malaise, qui est le long du détroit entre Sumatra et la péninsule malaise qui porte le nom de détroit de Malacca. Donc en 1511, alors qu'il est soldat pour le compte du Portugal aux Indes, eh bien Magellan participe à la bataille de Malacca et il rentre au Portugal fin 1512. Alors c'est un guerrier, donc on le renvoie participer à d'autres batailles, notamment à Azemmour au Maroc en 1513, plus grande bataille jamais menée par les pouvoirs ibériques contre les musulmans marocains. Et puis on sait que par la suite, en fait, il se brouille avec le roi de Portugal.
Il y a une brouille. Il y a une brouille en plus qui porte sur son cheval, si je me souviens bien. En gros, qui porte sur le fait que Magellan, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il manie l'épée pour le compte du roi de Portugal, Manuel Ier, et il estime qu'il a beaucoup donné sur le champ de bataille. Alors, il a perdu un cheval à Azemmour, mais il a aussi perdu l'usage quasiment d'une jambe pendant la bataille d'Azemmour. Il a quand même, pendant presque 10 ans, participé à toutes les grandes batailles en Inde, à Diu, à Goa, à Malacca. Donc, il estime qu'il est temps, premièrement, d'augmenter pour aller vite son salaire, sa pension royale, et deuxièmement, de le faire monter dans la hiérarchie militaire. Donc, en fait, Magellan fait ce que font tous les soldats au bout d'un certain temps. Il demande à monter en grade et à être mieux payé. Et il se trouve qu'il le demande peut-être sur un ton un peu trop véhément. Donc on a la lettre qu'il écrit à Manuel Ier, le roi de Portugal, et en gros c'est une lettre, c'est comme s'il écrivait à l'intendance. Il dit bonjour votre majesté, on m'a tué un cheval à Azemmour sur le champ de bataille qui coûtait tant, en gros j'en demande remboursement. Et alors en général quand on écrit sur ce ton-là au roi, ça se passe pas toujours très très bien, donc ça a dû profondément énerver Manuel Ier. Et il y a une rupture entre les deux hommes. Et il y a même un chroniqueur portugais qui nous décrit ça, un entretien entre Magellan et Manuel Ier. Magellan demande une augmentation de salaire, de pension, pas grand-chose d'ailleurs, 100 reis de plus par mois. Le roi Manuel Ier refuse, et là nous dit le chroniqueur, Magellan littéralement claque la porte au nez au roi, il sort en claquant la porte des appartements royaux, et il déchire pour aller vite ce qui était son brevet de soldat portugais. Voilà. Et alors Manuel Ier demande « Mais quel est donc ce papier que Magellan vient de déchirer ?» Un clerc lui répond « C'est son brevet de soldat au service de votre majesté. » Eh bien Manuel Ier est furieux, il demande à ce qu'on arrête Magellan, il n'arrive pas à lui mettre la main dessus, et c'est là où Magellan en fait quitte le Portugal en 1517 pour gagner l'Espagne. Voilà. Très bien. Donc à ce moment-là, il s'en va en Espagne, donc sur de très mauvais termes. Là, il fait une rencontre. Alors, il arrive dans une communauté, justement, portugaise qui est très bien implantée, justement, qui a aussi, elle, des griefs avec Manuel Ier. Donc, il arrive à intégrer assez facilement et rapidement, finalement, cette communauté. Et puis, il fait une rencontre, on pourrait dire dans une taverne, quoi, avec un personnage un petit peu particulier, qui est Rui Faleiro. Qui est une espèce de cosmographe fou. Donc les cosmographes à l'époque, c'est les gens qui à la fois dessinent les cartes, et notamment les cartes marines, et puis qui collectent toutes les informations sur les pays lointains. Voilà. Donc le cosmographe, c'est à la fois un cartographe et puis l'homme qui réunit des récits de voyage, qui essaye d'en apprendre plus sur les pays lointains. Et Rui Faleiro, c'est aussi d'ailleurs quelqu'un qui a eu maille à partir avec Manuel Ier, le roi de Portugal. Et il faut savoir que la fin du règne de... on a perdu. Attends, il y a un petit problème de son. On va revenir, mais... Je pense que c'est de votre côté. Pour une fois, c'est pas moi. Ça a été muté. C'est juste sur le... Micro, ouais. C'est le micro qui a été muté. Donc, vous m'entendez à nouveau ? Ça y est, c'est bon. Ouais, d'accord. Ok. Une fois que c'est pas Donc, Rui Faleiro, c'est exactement comme Magellan. C'est-à-dire que Faleiro voulait être nommé astronome royal, donc il voulait que le roi lui donne un poste à la cour. Le roi a refusé, Faleiro a pris ses clics et ses claques et est passé en Espagne. Et assez logiquement, quand on fuyait le Portugal, on allait chercher refuge en Espagne. Donc il fait deux rencontres en fait Magellan importantes. Donc il y a Faleiro qui est l'homme qui en fait va expliquer à Magellan qu'il est possible d'aller en Asie en partant vers l'ouest, qu'il était possible de passer depuis l'océan Atlantique dans un autre océan, qui s'appelle à l'époque la mer du Sud et qu'on appelle aujourd'hui le Pacifique. Et puis il fait une autre rencontre importante d'un homme puissant, un Portugais installé à Séville, qui s'appelle Barbosa. Et Barbosa, qui est le gouverneur des forteresses et des arsenaux de Séville, donc pas n'importe qui, eh bien, va accueillir Magellan. Alors pour des tas de raisons dans lesquelles on n'a pas le temps forcément de rentrer, mais pratiquement tous les Portugais qui sont installés à Séville sont des ennemis de Manuel Ier, puisqu'ils appartiennent à la branche de la famille de Bragance, qui était la deuxième grande famille du Portugal,
avec laquelle Manuel Ier s'est brouillé dans les années 1480-1490. Voilà. Il y a eu une espèce de castagne pour la couronne, et il y a une partie de l'aristocratie qui s'est exilée, et c'est celle qui accueille à bras ouverts Magellan, qui vient de se faire rejeter par Manuel Ier. Donc voilà, il rencontre effectivement dans une taverne de Triana qui était le quartier des marins, et notamment des marins portugais à Séville, Rui Faleiro, qui commence à lui expliquer que voilà, une expédition par l'ouest vers l'Asie est possible. Et puis il rencontre Barbossa, qui lui est un puissant notable. Il va épouser la fille de Barbossa, Beatriz Barbossa, dont il aura d'ailleurs un enfant juste avant de partir en 1519. Et le voilà à la fois bien inséré avec des réseaux, des finances, et le voilà qui va convaincre peu à peu le roi d'Espagne, en tout cas la couronne d'Espagne, de financer sa grande expédition. C'est ça. Donc on va passer un petit peu plus rapidement sur ça, et on arrive justement à l'équipage en fait. Là, oui. Il se prépare et là, il a des moyens absolument colossaux. Colossaux pour l'époque. Donc, il va remplir ses bateaux, évidemment de victuailles, de tout ça, mais aussi beaucoup d'armes. Il va avoir aussi de la verroterie, une attention particulière aux cadeaux. Oui, ce qui est assez génial, c'est que dans les archives, on a en fait tout ce qu'on appelle les registres d'avitaillement de la flotte, c'est-à-dire tout ce qu'on a chargé à bord des navires. Voilà, mais c'est jusqu'au dernier bocal de conserve d'anchois salés, en passant par les centaines de kilos de pois chiches, les armes, la verroterie, effectivement, des couteaux allemands et des ciseaux allemands, c'est-à-dire de mauvaise qualité, en fait, pour les indigènes. On a tout ça, on a des centaines de pages de registres où on nous montre tout ce qu'on a chargé. Et non seulement ça, mais on fait aussi le casting de l'équipage. Oui, exactement. Donc sur 5 navires, c'est combien de personnes pour équiper ? Alors au total, il y aura 242 hommes. Mais il n'y en a pas 242 qui partent d'ailleurs d'Espagne. Oui, alors c'est compliqué parce qu'on va en recruter quelques-uns chemin faisant, notamment lors d'une escale aux Canaries. Canaries étaient réputés aussi pour leurs marins qui connaissaient bien la navigation dans l'Atlantique. Mais disons qu'au total, il y aura 242 hommes à bord de 5 navires, voilà, qui ne sont pas des immenses navires. Les navires portugais du début du siècle, c'est à la fin du XVIe siècle, en fait, les navires portugais, c'est des monstres. C'est des navires qui peuvent faire 900 tonneaux, sur lesquels peuvent embarquer jusqu'à 600 personnes. C'est des espèces de monstres des mers. Au début du XVIe siècle, c'est pas ça. C'est des navires qui font 40 mètres de long. C'est des navires très hauts avec un gros tirant d'eau. Ça fait 40 mètres de long à peu près. Voilà. Je montre le PowerPoint de la Victoria, justement. 28 mètres, 85 tonneaux, 45 hommes. Voilà. Vous le montrez ? Oui, absolument. Mais je n'arrête pas. D'accord. Ah oui, on n'arrêtait pas de montrer. Voilà, on a fait une réplique de la Victoria pour commémorer justement le 500e anniversaire de l'expédition Magellan. Et donc sur un navire comme ça, on mettait entre 50 et 60 hommes et des tonnes de provisions et autres instruments, armes, etc. Donc en fait, c'était bondé, quoi. On avait à peine la place de passer sur le pont. Il y avait des ballots partout, voilà. Et ce qui est très intéressant dans ces 242 hommes, d'abord, c'est très dur de les recruter. C'est très dur de les recruter parce que Magellan ne veut pas dire quel est son projet. Il ne veut pas que ses ennemis, et notamment le Portugal, apprennent qu'il prépare une expédition pour aller vite via le Brésil pour aller en Asie. Et donc, il ne dévoile pas son itinéraire. Donc, évidemment, les marins qui sont des marins expérimentés, quand on leur dit on part pour une expédition qui va durer entre 6 mois et 2 ans, mais on ne vous dit pas où on va, la plupart refusent. Et donc, ils vont mettre des mois et des mois à constituer les équipages. Ils vont aller fouiller dans tous les villages. On envoie des crieurs publics sur la place des villages, dans les montagnes d'Aracena au nord de Séville, pour recruter des mousses, des marins, des calfas, des soldats. On a du mal à trouver des prêtres aussi qui acceptent de s'embarquer. Et donc, en fait, c'est seulement en septembre, quelques semaines avant le départ de l'expédition, fin août, début septembre, qu'on a composé les équipages. Et il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ces équipages. C'est que, premièrement, il y a une majorité d'Espagnols, un nombre assez conséquent de Portugais, plusieurs dizaines, mais il y a aussi des gens qui viennent de toute l'Europe. Et par exemple, il y a une dizaine de Français. C'est ça, ce que j'avais compté à un moment. Il y a des Français, il y a des Grecs, des Espagnols, voilà. Et je pense que même des Irlandais, des Allemands. Exactement, ça c'est... Donc, et il y a une dizaine de Français. Et d'ailleurs, il y aura parmi les survivants, donc pour pas spoiler complètement, mais sur les 242 qui partent, il va y en avoir 35 qui reviennent.
Donc il y a 35 hommes qui auront fait le tour du monde. Et donc pas Magellan, puisque lui, il est mort en route. Hein. Ouais, et sur ces 35 hommes, il y a un Français qui s'appelle Richard de Normandie. On en sait très très peu sur lui. Bon, il était fils de Marc et de Colette, charpentier de son état, probablement né dans la ville d'Évreux. Richard de Normandie est le premier homme à avoir fait le tour du monde sur l'expédition Magellan. Donc il y a à la fois des gens qui viennent de toute l'Europe, et ça montre aussi à l'époque à quel point ça circulait en Europe. Et puis les marins, les pilotes professionnels, hein, c'est des gens qui passaient leur vie à aller d'une ville à l'autre, quoi. Ouais. Ils servaient dans les Flandres, ensuite voilà, le navire les déposait à Nantes, ils s'embarquaient pour Lisbonne, ils restaient à Lisbonne en attendant une navigation jusqu'à Malte, etc. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a aussi des esclaves à bord il y a un esclave africain, par exemple, hein, parmi ces 242 hommes. Ça nous rappelle aussi voilà, que l'Espagne et le Portugal, à l'époque, au début du XVIe siècle, bah, c'est plein d'esclaves. C'est plein d'esclaves africains qui viennent de Guinée, etc. Et d'ailleurs, il y a un ex-esclave, il me semble aussi, affranchi. Oui, alors, c'est pas un ex-esclave, il y a un esclave africain qui s'appelle Juan Negro, et puis il y a un musulman captif, et c'est un musulman d'Espagne, parce qu'en fait, il faut que vous vous rappeliez que tout ça, là, on est dans les années 1500, c'est juste après la fin de la reconquête du sud musulman de l'Espagne par les armées chrétiennes du nord. Exactement. C'est la fin de ce qu'on appelle la Reconquista. Ouais, c'est ça, qui s'est fini en 1492, il me semble. Exactement. 1492, c'est à la fois l'année de la découverte de l'Amérique par Colomb, mais c'est l'année de la reddition du dernier grand sultanat musulman du sud de l'Espagne, puisque pendant 3 siècles, le sud de l'Espagne était musulman. Il y avait des sultanats, qu'on appelait des taïfas. Et donc 1492, c'est la chute du sultanat de Grenade. C'est la fin, en fait, de la présence musulmane en Espagne. Un certain nombre des musulmans qui habitaient dans ces sultanats ont choisi de quitter l'Espagne et se sont établis notamment au Maroc. Mais un certain nombre qui étaient là, qui étaient des pauvres paysans, par exemple, ont décidé de rester. Et ils ont été forcés à la conversion au catholicisme. Donc on les a obligés à se convertir. Toutes les montagnes du nord de Grenade, toutes les plaines au sud de Séville, c'était des villages musulmans. Aujourd'hui encore, ça porte des noms de villages musulmans. Oui, tout à fait. Prenez votre voiture à Grenade, vous montez vers les Alpes Araras et vous croisez des villages qui s'appellent Benimoda. Voilà. Et donc tous ces musulmans qui ont accepté de se convertir au catholicisme simplement pour pouvoir rester, ne pas perdre leur ferme, leur terre, leur métier, on les a appelés des morisques. Et ils étaient en fait, pour aller vite, des sujets de deuxième catégorie, et ils avaient souvent des obligations de service, c'était presque des esclaves, sauf qu'on ne pouvait pas les vendre. Voilà. Et il y a sur les bateaux de Magellan, effectivement, un morisque, Jorge Morisco, qui est un serviteur personnel de Magellan. Donc voilà le petit monde des équipages, qui est un monde cosmopolite. Il y a des marins, des capitaines, il y a un artilleur, là, le chef canonnier qui s'appelle Hans, qui sera un des survivants aussi. C'est le chef canonnier, donc on pourrait dire c'est le commandant militaire de l'expédition. Et Hans, il vient des pays germaniques, probablement né en Thuringe. Donc autant vous dire que c'est des pays où on avait l'habitude de la castagne depuis des décennies. Là, il y a du grand professionnel de guerre. Donc on a tout ça, et puis on a aussi des esclaves africains, et puis on a aussi des musulmans convertis. Et en fait, c'est un peu toute l'Europe en miniature qui embarque à bord des bateaux. C'est ça. Donc on a parlé des moyens, tout ça, puis il y a la paye en fait. Parmi cette paye, on va payer à différents niveaux de la hiérarchie, alors du matelot simple jusqu'au capitaine. Puis il y a quelque chose en plus en fait qu'on va leur promettre. Justement, c'est une petite place sur ce bateau quand ils vont revenir. Alors ça c'est intéressant parce que ça donne une autre aussi vision de pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ce voyage. C'était souvent le cas en fait sur les voyages d'exploration. C'est qu'en plus de la solde, on accordait un espace de charge, c'est-à-dire, oui, vous avez raison, un petit coin sur le pont, où ce qu'on appelait les quintaladas. Et les quintaladas, c'était l'espace dont les marins disposaient pour ramener des trucs pour en faire négoce à leur propre compte. Donc des épices, des produits rares des Indes, etc. Et de fait, ça pouvait multiplier par 10 ou par 20 ce qu'ils gagnaient pendant le voyage. Donc chaque homme avait à la fois sa solde et avait son petit espace de charge. Il avait droit pour aller vite à 5 kilos ou 10 kilos ou 15 kilos en fonction de son rang de marchandises à lui, dont il pouvait faire négoce au retour. Donc ça, ils arrivent avec cette solde plus
plus ce petit avantage en nature. Magellan, qu'est-ce qu'il arrive à négocier en plus justement dans cette expédition? Parce que ça c'est intéressant, il me semble qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque part, justement, là, vous allez nous le dire, il y a une sorte d'appétit assez énorme de la part de Magellan pour débarquer sur chaque île, mais pourquoi en fait? Alors bon, d'abord il négocie un très très gros salaire, de 40 000 maravédis par an, donc là c'est conséquent. Ouais. Et puis il négocie effectivement un avantage que négocier souvent. Il faut aussi vous rappeler que tous ces voyages de découverte, donc ceux de Christophe Colomb comme celui de Magellan, en fait c'est pas un État qui envoie sa marine, donc c'est pas une entreprise publique. Si on parlait dans des termes contemporains, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire que l'expédition de Magellan, elle est financée aux 2/3 par des banquiers privés, par des grands argentiers, des grands financiers, des maisons de commerce. Ça veut dire donc que tout ça, c'est quand même une entreprise économique vraiment au sens propre du terme. Chacun place ses ducats avec l'idée que voilà. Alors c'est un partenariat public-privé, c'est-à-dire que si ça marche, c'est la couronne qui récupère les territoires et qui fait flotter son petit drapeau. Mais par contre, si ça échoue, naufrage, etc., en revanche, c'est les intérêts privés qui assument le coût de l'expédition. Voilà, c'est pas du gagnant-gagnant, ce genre de choses. Et ce que Magellan négocie avec la couronne, c'est qu'il aura droit à un certain nombre d'îles dont il pourra prendre possession pour son propre compte, à condition qu'il en découvre un certain nombre. Voilà. Donc en fait, il deviendra gouverneur, il pourra faire construire des petites forteresses et il en deviendra le gouverneur à vie. Donc effectivement, la raison pour laquelle Magellan explore le plus grand nombre d'îles possibles, pour trouver des îles non seulement habitées, pour pouvoir, le cas échéant, exploiter la main-d'œuvre, mais des îles avec des ressources, et ce que cherchent les Espagnols comme des fous à l'époque, aussi bien sur les côtes du Mexique qu'en Asie, c'est l'or, voilà. Donc en fait, l'expédition Magellan est obsédée par l'or. Dès qu'il débarque quelque part, il cherche à voir des objets en or, il demande aux indigènes est-ce qu'il y a des mines d'or, et en général d'ailleurs ils sont absolument toujours déçus parce que tout ce qui brille n'est pas or, donc en général la qualité des minerais n'est pas suffisante. Et donc effectivement Magellan a un intérêt objectif à découvrir et conquérir le plus d'îles possible pour en prendre possession en nom propre et pour pouvoir les exploiter. Voilà, c'est pas un gentil découvreur, c'est un soldat qui a signé un contrat avec un roi pour s'assurer de sa propre fortune. Très bien. Donc, en fait, là, ils partent. On a compris maintenant les conditions dans lesquelles ils partaient, chargés comme des mules, on va dire. Ouais. Et puis, voilà, ils s'en vont sur une route qu'ils n'ont jamais pratiquée. Et ils arrivent sans encombre, on va dire, à leur destination. Ou quelle est leur route, finalement, aujourd'hui? Au début, c'est assez facile parce qu'en gros, il faut aller au Brésil. Voilà, ça, ils savent le faire. Ils viennent de le faire quelques années auparavant. Voilà, on a découvert le Brésil en 1500 et depuis 1500, il y a beaucoup de marins portugais qui font l'aller-retour entre le Brésil et le Portugal, en particulier pour ramener un bois qu'on a appelé le bois Brésil, qui était un bois qui permettait de teindre en rouge vif des étoffes, etc. Donc il y a un commerce qui s'est établi, donc la route on la connaît bien, donc l'expédition, hop, elle part de Sanlúcar de Barrameda, qui est l'avant-port de Séville sur la côte, elle fait une escale aux Canaries, comme tout le monde faisait à l'époque, pouf, elle prend ce qu'on appelle la volte de l'Atlantique, elle arrive au Brésil. Donc jusque-là, effectivement, les choses sont assez simples. Et puis après, elle commence à descendre vers le sud, le long des côtes du Brésil, puis de l'Argentine. Et en fait, à l'époque, en gros, on connaît les côtes à peu près jusqu'au niveau de l'embouchure du Rio de la Plata, donc à peu près, pour aller vite, au milieu de l'Argentine. Et après, on ne connaît pas. Et Magellan, à cause de Faleiro, justement, le cosmographe fou, il devient vraiment fou à la fin de sa vie, Faleiro, il faut une camisole de force pour le nourrir. À cause de Faleiro, Magellan est convaincu que l'embouchure du Rio de la Plata, c'est pas seulement l'embouchure d'un fleuve, mais c'est le début d'un canal qui permet de passer de l'Atlantique dans le Pacifique. Il pense en fait c'est une sorte de raccourci vers l'Asie, voilà, que c'est là. Il va passer 3 semaines à explorer l'embouchure du Rio de la Plata. Il se rend très vite compte que c'est pas du tout un chenal qui passe d'une mer dans l'autre. En fait, c'est simplement un fleuve. Et donc, il va continuer à descendre pour chercher le passage. Et il descend, et il descend, et il descend. Et plus on descend, plus les conditions de navigation deviennent effroyables.
Parce que quand on arrive en Patagonie, donc complètement au sud de l'Argentine et du Chili, bah, il fait un froid absolument terrible, hein. Et donc jusqu'à la découverte du fameux passage, c'est-à-dire la découverte du détroit, le détroit qui va porter le nom de Magellan, le détroit de Magellan, donc à l'extrémité du continent sud-américain. Alors ça sera compliqué, là aussi, il faut des semaines. Le détroit de Magellan, c'est un lieu effroyable. C'est un lieu effroyable. C'est des falaises qui s'enfoncent dans la mer, battues par des vents violents, la neige, le givre. Enfin, tout ça est épouvantable, hein, surtout pour des Espagnols quand même. Des types qui sont nés en Andalousie, ils ne sont pas nés à 4000 mètres d'altitude. Les Allemands, ils connaissent, mais pas les Espagnols. Voilà, donc la découverte du détroit, ça c'est très très compliqué. Il y aura un naufrage d'ailleurs d'une nef, etc., juste avant la découverte du détroit. Et puis après, donc pouf, il tombe dans la mer du Sud, hein. Et la mer du Sud, alors la traversée sera à la fois facile et très longue, parce que la raison pour laquelle Magellan baptise cette mer du Sud l'océan Pacifique, c'est justement parce qu'il est beaucoup trop pacifique. C'est-à-dire qu'on peut y passer des jours et des jours sans avoir de vent porteur. Il y a pas, les vents tombent et pendant des jours et des jours, on ne peut pas avancer. Donc on louvoie, on essaye de prendre les vents désespérément jusqu'à ce qu'on retombe sur des vents porteurs. Donc ils vont mettre plus d'1 mois à traverser le Pacifique. Et là, ils vont faire une première escale sur une île, l'île de Guam, dans les Mariannes. Et puis, début avril 1521, ils arrivent donc aux Philippines. Voilà. Et alors, il faut rappeler que chemin faisant, tout ça, c'est plein de massacres aussi, hein. C'est pas non plus un gentil voyage de découverte. Donc, quand ils sont en Patagonie, ils tombent sur des gens dont on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'Indiens, des Indiens Tehuelche, ce qu'ils appellent les géants patagons, parce qu'ils leur trouvent une stature phénoménale, et ils décident d'en capturer quelques-uns à bord des nefs pour les observer. Et les géants, littéralement arrachés à leur famille, se laissent mourir de faim. Et puis quand ils arrivent sur l'île de Guam, à la sortie donc, de la traversée du Pacifique, il y a quelques indigènes qui dérobent une barque, une simple barque, un canot de sauvetage de l'une des nefs. Ouais. Ça rend Magellan complètement fou de rage, et il lance des expéditions punitives où on va aller éventrer littéralement des dizaines d'indigènes. Voilà, donc il y a une espèce de sillage de sang aussi qui commence à se dessiner derrière les navires. Et même un vent de rébellion aussi, hein, puisque tous les navires ne veulent pas suivre à un certain moment, tout simplement le Portugais, alors qu'il représente les Espagnols. On remet en question aussi son leadership. Voilà, il y a 2 mutineries. Alors la première mutinerie, c'est un navire entier qui décide de déserter. Là, c'est le moment où on descend justement les côtes de l'Argentine, donc les marins commencent à se dire ce type est fou, plus on descend, plus il fait froid, on va tous mourir de froid, et donc il y a un navire qui déserte, qui reprend le chemin de l'Espagne, et puis il y a une deuxième grande mutinerie, et là c'est effectivement les capitaines espagnols de l'expédition, et notamment le plus grand de ces capitaines, qui s'appelle Juan de Cartagena, qui en fait en veut beaucoup à Magellan, d'abord parce que Magellan refuse de lui révéler son itinéraire, refuse de partager avec lui les cartes marines qu'il utilise, et puis parce que Magellan a tendance à le considérer comme un égal. Et Juan de Cartagena, c'est un type qui appartient à la noblesse espagnole, qui considère que Magellan, c'est quand même un type sorti de nulle part. C'est juste un soldat portugais, un soldat de fortune, on dirait, quoi. C'est ça. Et donc Cartagena monte une mutinerie qui va être très sévèrement réprimée par Magellan, en particulier, là, c'est une scène de Pirates des Caraïbes, mais Magellan va abandonner Juan de Cartagena sur une plage déserte au sud de l'Argentine avec un baril de biscuits et un petit tonnelet de vin. Il va abandonner Cartagena et un prêtre, d'ailleurs, qui l'avait suivi dans sa rébellion. Et voilà, Cartagena disparaît littéralement de l'histoire après cet épisode. On lui souhaite bonne chance. Il y a du massacre, il y a de la mutinerie, c'est un roman d'aventure, c'est un roman de cap et d'épée, l'expédition Magellan. Ah ouais, c'est ça. Là, maintenant, ça paraît compliqué. Compliqué. En tout cas, juste avant d'arriver à bon port, on va dire, c'est déjà... là, on en est déjà à peu près à 2 ans d'expédition. Quelque chose comme ça. Il lui arrive, il y a la moitié ou les 3... Enfin, un tiers en tout cas de sa flotte qui n'est plus là. Exactement. En gros, quand ils arrivent en Asie, il reste 90 hommes sur les 242. Bon. Voilà, donc il y a ceux qui ont déserté, il y a tous ceux qui sont morts pendant les tempêtes, de faim, du scorbut, etc. Voilà. Ouais. Donc effectivement, il a perdu plus de la moitié de ses équipages.
Et il a perdu 2 navires, il y en a un qui a déserté, et puis il y en a un autre, on n'a plus assez d'hommes pour le manœuvrer, donc à un moment, il faudra l'abandonner, le brûler, quoi, le laisser derrière soi. Donc ils arrivent en fait avec deux navires. Alors ils arrivent aux Philippines avec 4 navires, et puis ils vont en D'accord. perdre Ouais, c'est ça. très rapidement 2 autres. Alors là, on arrive justement, on va arriver aux Philippines. On est aux Philippines. Voilà, on est aux Philippines. Il arrive par Palawan, donc on le disait tout à l'heure. Non, il arrive par l'est, par Limasawa, donc, D'accord. par les Visayas, Ouais. voilà. Donc Limasawa, et puis très rapidement Cebu. Voilà, D'accord. la grande première escale, c'est Cebu, début avril 1521. Alors, juste, on va faire une petite pause sur ça, sur Magellan, on va le laisser de côté. Voilà, on est à J-1 avant l'arrivée des Espagnols. Il y a qui, il y a quoi exactement à ce moment-là à Cebu? Bah, à Cebu, le long de la côte sud de l'île, donc très exactement là où Magellan va faire relâche, où l'expédition va jeter l'ancre, il y a un roi qui s'appelle le Raja Humabon. Donc ça n'est pas un roi musulman, ce n'est pas un sultan, il s'appelle un Raja, c'est le titre ancien en Asie du Sud-Est, qui vient de la période indo-bouddhiste. Et c'est une société politique assez hiérarchisée. C'est Ouais. pas un village avec un type avec des plumes dans les cheveux et un pagne. C'est une société assez hiérarchisée. Donc il y a un Raja qui est le souverain. Il y a en dessous une classe de guerriers et de chefs politiques qui sont les Datu. Le terme Datu reste d'ailleurs d'actualité. C'est un titre honorifique et nobiliaire toujours aux Philippines. Il y a une classe de guerriers professionnels qui s'appelle les Timawa. En dessous, il y a des gens qui sont des petits paysans propriétaires. Et puis il y a beaucoup d'esclaves. Beaucoup d'esclaves. Sans rentrer dans les détails, il y a les Oripun qui sont des dépendants domestiques, donc qui sont les dépendants des puissants, quoi. Et puis ces gens qui vivent à l'arrière des maisons, quoi. Comme aujourd'hui dans la grande bourgeoisie philippine, il y a ces pauvres gens qui sont les chauffeurs, les nounous, etc. Et puis qui vivent comme ça dans une cahute au fond du jardin ou alors dans un appartement de 6 mètres carrés, quoi, et qui sont corvéables à merci du matin au soir. Bah, à Cebu, à l'époque, on a déjà ça. Et puis, il y a beaucoup d'esclaves qui viennent de raids, de razzias, qui étaient menés lors des guerres entre les îles. D'accord. Voilà. Donc, on a ça, on a un petit royaume. Mais il n'y a pas vraiment d'unité, là. Il n'y a pas? Il n'y a pas d'unité dans ce royaume-là. Alors, il y a probablement une unité sur l'île de Cebu, mais il n'y a pas d'unité au-delà de ça. Il y a plein de petits royaumes, comme partout en Asie du Sud-Est, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on parle de royaume ou de sultanat, donc de pays politiques musulmans ou pas, on a généralement à peu près toujours la même chose. C'est sur la côte, évidemment, puisqu'en fait, l'argent de ces sociétés, elle vient du négoce, elle vient de l'arrivée des navires de marchands étrangers. Et puis on a dans les montagnes, dans les cordillères, des populations alors, qui fournissent ces royaumes des côtes en produits rares, en produits de la jungle, comme le camphre, comme la corne de rhinocéros, enfin voilà, tous ces produits de la jungle, et qui sont des sociétés qu'on appelle en Asie du Sud-Est montagnardes. Ouais. Alors les sociétés montagnardes, il y en a partout. Il y en a, voilà, c'est les montagnards d'Indochine, les Djarai, c'est les montagnards de la cordillère de Luçon, les Ifugao, etc. C'est les montagnards de Bornéo qu'on appelle les Punan, qui sont, pour aller vite, ce qu'on appelait avant des chasseurs-collecteurs, des nomades de la jungle, qui donc ramassent les produits rares et puis descendent les vendre au royaume des côtes. Voilà. En fait, c'est eux qui vraiment sont c'est la source des épices. C'est la source des épices, en réalité. C'est eux. C'est les grands oubliés de l'histoire, parce qu'en fait, les royaumes sur les côtes, c'est juste des entrepôts. C'est des gens qui achètent les épices qui arrivent de la montagne et qui les revendent aux marchands qui arrivent par la mer. Voilà. Mais par exemple, dans la cordillère de Luçon, donc à 150 km à vol d'oiseau de Manille, la grande cordillère, il y a un pays qui s'appelle le pays Ifugao. Et les Ifugao vont rester en fait quasiment hors d'atteinte de la domination espagnole jusqu'au 19e siècle. Donc c'est des sociétés qui restent aussi très farouches. Voilà. Donc là, on a décrit un petit peu le J-1, il y a 500 ans, très exactement. Et puisqu'il est arrivé, en fait, le 6 mars, si je me souviens bien, enfin dans la région le 6 mars. Et puis, voilà, il arrive, il met un pied à Cebu.
Alors là, il met un pied à ses bouts. Qu'est-ce qui l'attend? Est-ce que c'est des gens belliqueux, ils veulent le tuer, ou alors il arrive en paix? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bah, ce qui se passe, c'est d'abord que c'est des gens qui sont habitués à voir arriver des marchands étrangers sur des grands bateaux. C'est ça. Donc on n'est pas dans une scène de film. Où on voit l'homme blanc depuis la première fois. Voilà, c'est pas les dieux sont tombés sur la tête. Il n'y a pas une bouteille comme ça, puis des indigènes en extase devant un truc inconnu. Je veux dire, ça fait des décennies et peut-être même des siècles qu'on voit arriver des grands bateaux venus de Java, venus de Malaisie, venus de Chine, des bateaux de marchands. Donc on a l'habitude de les accueillir, on a l'habitude de leur vendre des produits, de leur en acheter, etc. Et donc les Espagnols tombent dans cette catégorie-là. Donc ils sont reçus comme des marchands. Et ils le sont d'autant plus et d'autant mieux qu'en fait, il y a un type à bord des bateaux de Magellan qui parle la langue locale. Oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce que le vrai suspense, c'est ça. C'est celui-là. On n'en a pas parlé, mais voilà, ça c'est une rencontre que Magellan a fait justement il y a quelques années, il y a 15 ans à peu près. Oui, c'est ça 10 ans 10 ans. 10 ans avant. Ouais. Qui est cette personne? Bah donc, souvenez-vous, c'est comme un flashback dans une série. Donc, Exactement. flashback, Magellan était un soldat pour le compte du roi de Portugal en Asie et il a participé en 1511 à la conquête d'un sultanat qui est le sultanat de Malacca. C'est une grande victoire espagnole et en gros, bon, le sultan arrive à s'enfuir, mais celui qui commande les opérations militaires, qui s'appelle Albuquerque, qui est le grand génie militaire des Portugais en Asie, livre la ville aux troupes. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les soldats se servent en richesse, se servent en esclaves. Et Magellan, lui, prend pour esclave un jeune Malais, donc un jeune habitant de cette ville de Malacca, qui va faire baptiser sous le prénom chrétien d'Enrique. Et il va ramener Enrique, son esclave malais, avec lui en Europe. Il va l'amener avec lui à la bataille d'Azemmour au Maroc, et puis il va l'amener avec lui sur l'expédition. Et quand l'expédition de Magellan arrive aux Philippines, a priori, il n'y a personne à bord des navires qui puisse parler prêtre mot des langues locales. Si, il y a Enrique qui comprend ce que les gens lui hurlent depuis la plage et qui parle avec eux parce qu'aux Philippines, on parle malais. Précisément parce que, comme on le disait tout à l'heure, les Philippines, ce n'était pas un espèce de bout du monde déconnecté, c'était très inséré ou intégré à cet espace de négoce régional où le malais, c'était la langue des échanges commerciaux. Voilà. Quand on arrivait quelque part dans un port, à Sumatra, à Java, à Bornéo, à Palawan, ou dans les Visayas, à Cebu, eh bien, on parlait c'était de pidgin de transaction, c'est comme le mauvais anglais des affaires aujourd'hui, le business language à 2 balles, c'était le malais. Voilà. Et donc, Enrique, né à Malacca, parle malais, et les Philippins comprennent le malais. Et donc, l'arrivée à Cebu, début avril, ils arrivent début mars dans l'archipel, et puis ils arrivent à Cebu début avril, eh bien, ça se passe d'autant mieux que Enrique fait office de traducteur. Voilà. Et donc il arrive là, et puis justement, on va revenir au Raja, là, Umabon, justement, Umabon. Oui. À chaque fois, je me trompe sur son nom, Umabon, et puis voilà, il commence à se présenter par l'intermédiaire d'Enrique. On va y revenir un petit peu plus tard, justement, parce que là, on a les 3 personnes un petit peu qui vont commencer à discuter très sérieusement. Et il se passe rapidement, en fait, au bout de 15 jours, en fait, il y a une grande confiance qui s'installe entre Magellan et Umabon. Et tant et si bien que c'est la première conversion, le premier baptême du Raja et de sa femme, la reine, sous des noms, voilà, je crois qu'il s'appelle Charles, il le baptise Charles et Jeanne, magnifique. Comme l'empereur et comme l'impératrice. Tant qu'à faire. Hein. Et pas seulement ces 2 personnes-là, mais 800 autres personnes. Donc c'est une journée forte en baptême. Oui, alors attention, parce que tout ça, c'est le récit des Espagnols. Voilà. Donc, c'est le récit en particulier de celui qui tient la chronique de l'expédition. Alors, c'est ça. Il faut parler de lui. Il faut parler de Pigafetta. Voilà. Antonio Pigafetta, c'est un Italien. On sait presque rien de lui. En gros, c'est un jeune type de bonne famille qui est né dans l'arrière-pays vénitien, qui a accompagné un légat, donc un diplomate de Rome en Espagne, qui a rencontré Magellan et qui, pouf, du jour au lendemain, est tombé éperdument admiratif de Magellan.
et qu'il a pris pour maître et mentor et s'est embarqué. C'est lui qui va, au retour de l'expédition, puisque par définition il fait partie des survivants, écrire tout le récit de l'expédition. C'est un récit de voyage magnifique. Et donc la version de Pigafetta, c'est celle-là, c'est-à-dire qu'ils arrivent début avril à Cebu et ils vont y rester 3 semaines. Et en 3 semaines, tout se passe merveilleusement. Donc le Raja local accepte de se convertir au catholicisme. Pigafetta nous explique que Enrique traduit ce que dit Magellan. On lui explique le mystère de la Trinité, la virginité de Marie, patati patata. Humabon trouve ça absolument magnifique, décide de se faire convertir et poum, 800 de ses sujets dans la foulée. Ça, c'est le récit des Espagnols. Ouais. Absolument pas si Humabon... Voilà, d'abord, se convertir, ça mange pas de pain non plus, donc ça pouvait être un geste tout simplement de bonne volonté que d'accepter les rituels de ces types qui arrivaient d'au-delà des mers. Ça voulait pas dire que profondément on avait compris quoi que ce soit ou accepté quoi que ce soit de la nouvelle religion. Bon, les 800, alors il reste qu'un prêtre, c'est Pedro de Valderrama, donc c'est pas un grand théologien, quoi, c'est pas Bartolomé de las Casas ou... Non, c'est un curé de campagne, le mec qui vient d'un bled dans la campagne andalouse, et on nous dit que voilà, il est perché sur une petite estrade de bambou et il convertit 800 indigènes. Bon, on peut imaginer que c'est pareil, quoi. Les types ont accepté de s'incliner pendant 30 secondes, mais ça n'a pas dû enraciner très profondément le christianisme. Non, c'est donc pas tout ça, c'est la version des Espagnols, et on voit très bien comment on peut lire un peu différemment l'histoire. Le Raja Humabon, lui, bon voilà, il voit débarquer ces étrangers, il se rend assez rapidement compte que c'est des marchands, mais sacrément équipés en armement. Il y a des canons qui pointent à travers les bâbords des navires, ils sont quand même équipés, cuirassés, etc. Donc il se rend compte qu'il ne faut pas non plus les froisser trop rapidement et que ça risque de mal tourner. Donc en gros, il dit « amen » à tout, au sens propre. Ouais. Voilà, donc il dit oui, etc. Donc les Espagnols passent leur temps à lui expliquer à quel point ils sont puissants, ils viennent d'un royaume d'une force considérable, leur armement est supérieur à tout ce qu'il a jamais vu, etc. Humabon a déjà vu des navires chinois qui étaient aussi équipés de canons. Je rappelle que la poudre y a été inventée en Chine. Donc en fait, il est probable qu'il ne croit que la moitié de ce que lui raconte Magellan. Et c'est d'ailleurs là probablement que naît dans la tête du Raja Humabon, donc du roi de Cebu, l'idée de mettre à l'épreuve les Espagnols. Donc Magellan n'arrête pas de lui dire, alors 1, tu te convertis, et 2, tu deviens sujet du roi d'Espagne. Mec, l'Espagne, c'est loin quand même. Dans l'esprit d'Humabon, l'Espagne, ça doit être un tout petit royaume, comme il en existe des centaines à la surface de la Terre. Parce que nous sommes les plus puissants, et parce que nous, Espagnols, nous te protégerons contre tes ennemis. Et là, Humabon prend Magellan au mot et lui dit, ah bon, ça tombe bien, parce qu'en gros, moi, il y a un type qui m'embête depuis longtemps, là, c'est le gars sur l'île en face, un chef de guerre qui s'appelle Lapu-Lapu, sur ce tout petit îlot de Mactan. Mactan, c'est minuscule, je sais pas, de faire 20 km², Mactan, c'est un truc, voilà. Et il dit, il y a ce type-là juste en face, ça fait très longtemps qu'il refuse de me rendre hommage, de me reconnaître comme son seigneur. Si vous êtes vraiment si fort, vas-y, en gros, réduis-le à l'obéissance, débarrasse-moi de lui. Magellan dit banco, et là, il commet la plus énorme bourde de pratiquement toute l'histoire des expéditions de l'époque moderne, c'est-à-dire qu'il dit d'accord, on va y aller et je vais y aller en personne. C'est ça. Donc Magellan va prendre la tête d'une soixantaine d'hommes répartis sur 3 barques, alors que normalement les capitaines généraux des grandes expéditions ne prenaient jamais part aux assauts. Bien sûr. Par définition, parce que c'est comme les généraux napoléoniens. C'est-à-dire si le général se fait tuer, c'est la débandade absolue des troupes. Donc Magellan, qui n'avait jamais pris part à aucun débarquement, à aucun combat jusque-là, monte dans l'une des 3 barques et au petit matin du 27 avril 1521, les 3 barques traversent le lagon qui ceint l'îlot de Mactan. Puis au bout d'un moment, il faut descendre des barques et là, on a les 60 types qui progressent en direction de la plage. Alors au début, ils vont progresser assez rapidement parce qu'en fait, les guerriers de Lapu-Lapu se sont retranchés à l'intérieur, dans la forêt. Et donc, ils vont avancer sur la plage, ils vont commencer à brûler des cahutes de pêcheurs. Et puis là, il y a la contre-offensive. Et Magellan, qui était persuadé qu'il allait tomber sur quelques dizaines de sauvages à demi nus, mal équipés, inexpérimentés, tombe sur plusieurs centaines de soldats expérimentés, des guerriers professionnels, qui ont des arcs, des flèches empoisonnées, qui ont des javelines. C'est
extrêmement D'accord. efficace, la javeline, hein, c'est l'arme de jet de la bataille de proximité, qui sont protégés par des grands boucliers de bois et de peau, etc., qui sont probablement plusieurs centaines. Alors les sources espagnoles nous disent des milliers et des milliers. Oui, On c'est trouvera, ça. Ouais, ouais. On voit des gravures, en fait, de ce moment très précis. On voit des gravures très héroïques, avec un lapou-lapou, voilà, aujourd'hui représenté sur l'île de Mactan avec une statue. C'est le voilà, Rahan, hein, typiquement. voilà, c'est ça. Il fait 2 Voilà, mètres 50, voilà, énorme, magnifique, les cheveux longs et tout ça. Euh, voilà. Justement, à quel point ça aujourd'hui c'est vérifié, c'est vérifiable, on Bah, peut. c'est en soi, ça on peut le prouver complètement idiot, puisque D'accord. bah, les Asiatiques à l'époque, ce que montre l'archéologie des sépultures, mesuraient en moyenne 1,40 m, 1,50 m. D'ailleurs, les Européens de l'époque ne dépassaient que très rarement les 1,60 m, 65. D'accord. Oui, Hein, donc donc c'était toute un cette, monde toute qui cette était bas, en plus d'être Voilà, bas. toute cette imagerie musculaire, non, en fait, les Espagnols, c'est des petits gars qui sont à peine plus grands que les petits gars du coin. C'est à peu près ça l'histoire, quoi. Mais ça, on le sait parce qu'on peut mesurer des squelettes, hein, des Oui, oui, ossements bien hein, sûr. dans des sépultures. Et donc Magellan, donc je finis de juste Oui, l'histoire. oui. Donc il y a la contre-offensive, et là on voit surgir de la jungle, non pas une dizaine de sauvages à demi nus, mais plusieurs centaines de guerriers professionnels. Et en gros, c'est la débandade et le massacre général, c'est-à-dire que les Espagnols courent à travers le lagon pour regagner les barques. Courir à travers un lagon, surtout quand on est caparaçonné par les cuirasses, qu'on a les armes à la main, c'est très très difficile. C'est ça. Je veux dire, c'est du sable, c'est des coraux, c'est compliqué. Et donc, ils se font littéralement massacrer, quoi, à coups de flèches, de javelines, etc. Et Magellan s'effondre dans le lagon, percé par des flèches et des javelines. Qu'est-ce qui reste Voilà. de Magellan? Ils arrivent à récupérer son corps, à le ramener? Et alors, ils n'arrivent même pas à récupérer le corps, parce qu'après, les survivants demandent aux indigènes, donc à Lapu-Lapu, de leur restituer la dépouille de Magellan, et Lapu-Lapu refuse. Voilà, refuse. Ce qui était probablement le signe ultime d'humiliation. C'est-à-dire que très concrètement, le crâne de Magellan a peut-être fini au bout d'une pique à l'entrée De la maison. de la maison de Lapu-Lapu. Et alors, il y a plein de raisons qui expliquent cet échec. Il y a évidemment le fait que Magellan a sous-estimé la qualité et le degré d'équipement des combattants locaux, ça c'est évident. Et il y a aussi le fait que, en général, les Espagnols faisaient un peu comme on fait dans les guerres modernes, c'est-à-dire qu'on envoyait l'infanterie après avoir fait des tirs d'artillerie. C'est Et ça. pendant l'assaut, il y avait un tir de barrage, c'est-à-dire que les mecs progressaient et en même temps, il y avait les boulets qui passaient au-dessus de leur tête et qui dégageaient le chemin devant. Or, il se trouve qu'à cause du lagon, un lagon, c'est ceint par une barrière de corail, et donc les nefs, les grands navires de l'expédition, n'ont pas pu avancer suffisamment pour que la plage et l'île elle-même soient à portée de canon. C'est Donc en ça. fait, les Espagnols se sont retrouvés sans tir de couverture. Ce qu'on ne fait Et même jamais, en pendant... fait. Là, c'est une bévue tactique phénoménale, Ouais, ouais. parce qu'il aurait d'abord fallu reconnaître les lieux, se rendre compte qu'il n'y avait pas de distance suffisante, enfin que les distances étaient trop grandes entre le lieu où les nefs allaient rester amarrées et la plage pour qu'on ait un tir de couverture, et donc changer complètement de stratégie, et non pas un assaut frontal, mais etc. Donc voilà, et c'est le 27 avril 1521, la mort de Magellan. Quelle tristesse. Donc, il n'aura jamais fait le tour du monde. Il est mort exactement le 27 avril à Voilà. Mactan. Voilà. Bah, pour avoir fait le tour du monde, il lui manque la partie du monde qui est située entre Malacca, Voilà. qui est le point le plus à l'est qu'il avait atteint en 1511, et Mactan, qui est le point le plus à l'ouest qu'il a atteint en 1519. Donc ça fait un peu plus de 3000 km de navigation. C'est ça. Il lui a manqué un peu plus de 3000 km pour littéralement faire le tour du monde. On reviendra justement, parce qu'il y en a un autre justement qui a peut-être pas manqué ces 3000 km. Exactement. On va le voir juste tout à l'heure. Bon, Exactement. l'heure tourne. Je sais qu'on a des impératifs d'heures. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui reste exactement? Quelle est la situation? Le leader, il vient de mourir. Il reste très peu d'hommes. On avait vu qu'il y en avait 90 qui étaient arrivés. Là, Ouais. on en est à combien à peu près si on tenait des comptes? On en est toujours à peu près à 90. Hein. Le D'accord. chiffre que je vous ai donné, Voilà. c'est en gros, c'est l'effectif constant tant qu'ils sont dans les Philippines. D'accord. Voilà. Qui prend Là, la... ils en ont perdu une douzaine, je crois, pendant la bataille Voilà, de Mactan. Ce qui est très peu, Ça aurait pu se passer beaucoup bien plus sûr. mal. Hein. Donc, Surtout si euh, on compte qu'en face, il y en avait des milliers.
entre Voilà, guillemets. Mactan, c'est tellement petit que des milliers, on peut même pas les faire tenir dessus, quoi. C'est Donc, ça. là, voilà. Donc, mais quelques centaines de guerriers très bien équipés, connaissant le terrain, pouvaient facilement défaire 60 conquistadors. Très Parce bien. que, par exemple, quand on progresse dans un lagon, c'est pas l'arquebuse qui va vous aider. Donc, ça a été très rapidement au corps à corps. Il se trouve que les Espagnols n'avaient pas d'armes de jet, voilà, alors que les indigènes en avaient. Donc, le temps de dégainer l'épée, on avait déjà pris une javeline dans l'épaule. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, après ça, il y a une élection d'un nouveau capitaine général de la flotte. Mais surtout, quelques jours après cet incident, le roi Humabon décide d'inviter à dîner les Espagnols. Alors, ça, c'est sympa parce qu'il a déjà finalement foutu un petit peu Voilà, dans alors, l'embarras Magellan, et puis maintenant il leur fait un petit dîner, c'est plutôt sympa. voilà. Alors évidemment, gros débat chez les Espagnols, c'est-à-dire pour un certain nombre d'entre eux, c'est Humabon qui a organisé en fait le guet-apens de Mactan pour se débarrasser d'eux. C'est ça. D'autres au contraire disent bah non, c'était son ennemi, donc il n'y est probablement pour rien. Et s'il nous invite, c'est au contraire pour tout simplement faire un état des lieux, c'est-à-dire c'est qui le commandant maintenant, vous allez rester, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et il y a finalement 26 Espagnols qui acceptent d'aller à ce dîner. Et là, ce qu'on sait à partir de la chronique de Pigafetta, donc le récit de l'expédition, eh bien, c'est qu'à l'issue de ce dîner, on voit surgir un type, donc vous voyez, il y a 26 qui vont à terre, puis il y en a 70, ou un peu moins de 70 qui restent tranquillement à bord des navires, hein. Et on voit surgir un type hors de la jungle, il a les mains liées, la chemise déchirée, c'est Juan Serrano, et il hurle « On nous a tous tués, nous sommes tous morts, sauf l'interprète ». Voilà. Et alors évidemment, Serrano dit aux gens... Enrique. L'interprète, c'est l'esclave malais de Magellan, Enrique. Et Juan Serrano, évidemment, demande à ceux qui sont restés à bord des navires de le récupérer, ou au moins de l'échanger contre une rançon, de payer une rançon. Mais les pilotes s'y refusent, pensant que c'est trop risqué d'envoyer une barque pour essayer de le récupérer, et l'abandonnent. Et donc les navires partent, les navires quittent Cebu. Voilà. Et on n'en sait pas plus que ça. D'accord. Mais évidemment, l'hypothèse qui surgit là, c'est que si Enrique, l'esclave malais de Magellan, n'a pas été tué lors de ce qu'on a appelé le banquet de Cebu, ouais. C'est une scène, c'est comme dans Game of Thrones, c'est les noces pourpres, 26 personnages d'un coup, la PAM. Si Enrique, lui, n'est pas mort, alors qu'a fait Enrique? Et on peut se dire qu'assez logiquement, il a décidé de rentrer chez lui, c'est-à-dire de regagner Malacca, la péninsule malaise, depuis les Philippines. Et s'il a voulu faire ça, ça ne devait pas être très difficile, hein. Je vous ai dit, il y a des bateaux qui en permanence sillonnaient cette région du monde. Il y avait des barques malaises qui allaient de Malacca jusqu'à Palawan. Il y avait des navires qui faisaient la desserte de Palawan à Cebu, etc. Enrique parle malais, voilà. Donc s'il a voulu rentrer chez lui, ça n'a pas dû lui prendre plus de 4 à 6 mois. Et si Enrique, l'esclave malais de Magellan, a regagné Malacca depuis Cebu en moins de 4 ou 6 mois, alors que les survivants de l'expédition de Magellan mettront 18 mois pour regagner l'Espagne, ça veut dire que le premier à avoir fait le tour du monde, c'est Enrique. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est invérifiable comme hypothèse, hein. On n'a pas de document qui prouve qu'Enrique soit celui qui, etc. Mais l'hypothèse n'est pas du tout absurde, l'hypothèse est plutôt assez sensée. Et c'est ce qui explique qu'aux Philippines, comme en Malaisie, comme à Singapour, le véritable héros de l'expédition de Magellan, c'est Enrique. C'est Enrique. C'est lui qui a sa statue au musée de Singapour. C'est lui qui est Palawan national, héros national aux Philippines, hein, Enrique. C'est pas Magellan, c'est pas un autre Espagnol. Alors il se partage la vedette entre Lapu-Lapu, le dieu vivant quasiment, et Enrique. Voilà. Là-dessus, c'est une sorte de débandade maintenant. Hein, Tout le monde s'en va. Ils s'en vont. Alors, qui prend la tête de l'expédition? Le retour, c'est Elcano. Ouais, alors c'est un peu compliqué dans les faits, parce que dans les faits, Elcano devient le capitaine d'un des navires, la Victoria, mais ne deviendra jamais le capitaine général de l'expédition. C'est ça. Ce sera Gomez de Espinosa d'abord, Carvalho dans un deuxième temps, etc. Mais il se trouve que la Victoria, donc après ça, les Espagnols vont continuer leur périple en Asie. Ils vont traverser la mer de Sulu, ils vont faire une escale à Bornéo, sur la côte nord de Bornéo, à Brunei. Ouais. Ils vont acheter quelques épis, découvrir le camphre.
Ensuite, ils vont retraverser la mer de Soulou et pour aller vite, ils vont arriver aux îles aux épices, Ternate et Tidore dans l'archipel des Moluques. Ils vont acheter beaucoup d'épices. Il reste 2 navires et les 2 navires vont donc, depuis les Moluques, décider de rentrer en Espagne. Et là, il y a 2 choix différents qui sont faits. Donc, il y a le capitaine de la Trinidad, qui est le 2e navire restant, qui s'appelle Gomez de Espinosa, qui est un fidèle d'entre les fidèles de Magellan, qui était prévôt, c'est-à-dire, on pourrait dire, chef de la police ou de la sécurité à bord des navires, qui a aidé Magellan à reprendre la main lors de la mutinerie de San Julián, par exemple. Et Gomez de Espinosa, à bord de la Trinidad, décide de repartir à travers le Pacifique, c'est-à-dire de faire le chemin en sens inverse, quoi, de retraverser le Pacifique. C'est ça. Et alors, je n'ai pas le temps d'expliquer, etc., mais en gros, c'est très facile de traverser le Pacifique d'est en ouest, c'est-à-dire depuis les Amériques, parce qu'en gros, dès qu'on prend les vents porteurs, poum, on tombe quelque part en Asie. En revanche, c'est très difficile de faire la traversée dans l'autre sens, parce que plus on monte au nord du Pacifique, et plus les vents s'enroulent comme en tourbillon, et donc, en fait, on est rabattu sur les côtes asiatiques. Donc, la Trinidad, le vaisseau d'Espinosa, va être emporté par un courant froid qui s'appelle le Kuroshio, très au nord du Japon, très au nord du Japon, et en gros, quasiment tout le monde va mourir de froid, de faim, etc. Et les rares survivants qui réussiront à revenir aux îles Moluques, aux îles aux épices, eh bien, lorsqu'ils reviennent, seront en fait arrêtés par les Portugais. C'est voilà. Ça. Ouais. Et vont passer des années en prison, en Inde, à Lisbonne, avant de regagner l'Espagne. Et puis, l'autre navire, la Victoria, commandé par Juan Sebastián Elcano, va décider au contraire, en gros, d'enfreindre les ordres du roi d'Espagne et de regagner l'Espagne en traversant l'Asie portugaise. Alors, pour pas croiser les Portugais, en fait, ils vont tirer complètement au sud, jusqu'à l'île de Timor, et ensuite, ils vont faire, en gros, direct Timor, le cap de Bonne-Espérance. Voilà, ils vont pas remonter dans l'océan Indien pour éviter de croiser des patrouilles portugaises, et puis après, ils arrivent au cap, et pouf, fin septembre 1522, la Victoria, avec 18 survivants européens à bord, arrive à Sanlúcar de Barrameda, donc à Séville. Très bien, donc ça c'est la fin d'une expédition qui est un petit peu... on va rester très amer sur leur fin. Est-ce qu'ils arrivent à revenir quand même avec un peu d'épices finalement parce que tout ça c'était pour ça. Oui, tout ça pour ça, c'est un peu ce qu'on a envie de dire. Est-ce que ça arrive à payer finalement les frais C'est ce que je dis à la fin du livre, en fait, tout ça pour ça. Voilà. Parce que, alors d'abord, la revente des épices ne suffit pas à couvrir la totalité des frais de l'expédition. Il a fallu construire des navires, on a acheté des dizaines de tonnes de victuailles. Il faut payer le solde, y compris des morts pendant l'expédition. Oui, parce qu'on le paye aux familles. Ah bien sûr, les familles, elles lèvent le doigt et elles demandent à la couronne, elles disent, voilà, mon mari est mort tel jour, ça fait 3 mois de service dans l'expédition, vous me devez tant. Donc il faut payer le solde des morts. Et bref, quand on vend toutes les épices, et quand surtout les financiers privés se sont remboursés, on se rend compte que ça n'a pas rapporté un seul centime, cette expédition. Non seulement ça n'a pas rapporté un centime, mais la route que Magellan a découverte, donc par le détroit, on l'utilisera jamais. On l'utilisera jamais. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle est très dangereuse. C'est une navigation compliquée. Et deuxièmement, parce qu'entre-temps, donc là, vous voyez, on est en 1522 quand les types reviennent en Espagne. Mais en 1521, Hernán Cortés a conquis Mexico. Et dès la fin 1522, début 1523, Cortés, en fait, est arrivé sur la côte ouest du Mexique, sur la côte pacifique. C'est ça. Donc en gros, à partir de maintenant, toutes les expéditions qu'on va envoyer vers les Philippines, et c'est ça qui explique la colonisation espagnole des Philippines à partir de 1565, eh bien toutes ces expéditions, on les envoie depuis la côte ouest du Mexique, c'est-à-dire depuis Acapulco, et plus personne en fait ne va descendre, passer par le détroit de Magellan. Et puis c'est aussi une catastrophe pour les gens eux-mêmes, pour les survivants, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui tirent leur épingle du jeu. Il y a Juan Sebastián Elcano, il y a Méndez Bustamante, qui étaient les marins qui ont découvert littéralement le détroit, les premiers à avoir vu la sortie du détroit. Bref, il y en a 4 sur les 35 survivants à qui le roi va accorder des armes, c'est-à-dire un blason, des armoiries, avec d'ailleurs représenté des épices, des bâtons de cannelle et des clous de girofle sur les blasons. Il va leur accorder une prime exceptionnelle, et il va même accorder à Juan Sebastián Elcano une rente annuelle de 500 ducats, une somme très conséquente. Mais tous les autres, non. Tous les autres, non. C'est pas, ils vendent leurs pauvres petits kilos d'épices, qui en plus a mal survécu à la moisissure, etc.
Et en plus, il y a les autres, c'est-à-dire il y a ceux qui sont rentrés avec Elcano, mais je vous ai dit, il y a ceux qui ont été capturés par les Portugais, donc ceux de la Trinidad, qui vont passer en gros 6 à 8 mois de prison aux Indes, dans les prisons portugaises, qui vont être rapatriés à Lisbonne, où ils vont encore passer quelques mois en prison, et alors eux, ils n'ont rien, puisque là, les Portugais leur ont tout pris. Exactement. Ils leur ont pris le kilo d'épices, ils leur ont pris même leurs ballots, etc. Et par exemple, parmi ces hommes, il y a un type extraordinaire qui s'appelle Gines de Mafra. Parce que Gines de Mafra, non seulement il a fait le tour du monde, mais il va même le faire 2 fois. 2 fois. Gines de Mafra, donc en 1523, il est enfin ramené par les Portugais à Lisbonne. Il est libéré au bout de plusieurs mois de prison. Et ben, il décide de rentrer chez lui. Donc lui, le tour du monde, il n'a plus rien en poche. Littéralement rien en poche. Et il décide de rentrer dans son village. Et quand il arrive dans son village, eh ben, il se rend compte que sa femme, parce qu'il est parti quand même il y a 4 ans, donc sa femme le croyait mort. Donc en gros, elle s'est remise en ménage avec quelqu'un, elle s'est remariée. Et ils ont vendu tous ses biens. Donc il avait un petit verger, ils ont tout vendu. Alors Mafra va lui faire un procès, mais évidemment le procès va s'éterniser, etc. Et donc Mafra, eh ben, non seulement n'a rien gagné lors du premier tour du monde, mais quand il rentre chez lui, il se rend compte qu'il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se réembarquer pour une expédition à destination des Moluques. Ouais. Et il va se passer exactement la même chose que la première fois. L'expédition va retraverser le Pacifique, arriver aux Philippines, aller jusqu'aux Moluques, et poum, ils vont tous être arrêtés par les Portugais. Deuxième fois que Mafra est arrêté par les Portugais, il repasse par la case prison en Inde, il repasse par la case prison au Portugal, et en fait, on perd sa trace à sa libération. Voilà, donc Gines de Mafra, ce simple marin, bon, c'est aussi un bon pilote, hein, c'est pas un simple marin, en fait, lui aura fait 2 fois le tour du monde, et ça ne lui aura strictement rien rapporté. Là c'est terrible finalement, parce que c'est une expédition aujourd'hui qui est, voilà, on l'a faite aujourd'hui. Alors aux Philippines, il y a un sentiment ambivalent, effectivement, hein, on en parlait en préparant l'émission avec Duterte qui ne voulait pas fêter les 500 ans de la colonisation des Espagnols, et d'un autre côté, toute la communauté chrétienne, c'est un pays quand même extrêmement croyant à ce niveau-là, disait non, c'est pas les Espagnols, c'est le catholicisme qu'on est en train de fêter. Donc là-dessus, l'argument était imparable. Mais finalement, en fait, cette expédition-là, elle n'est pas aussi glorieuse que comme on la raconte, comme on l'a là. Juste après, il y a 4 expéditions qui se suivent à quelques années d'intervalle. Oui. Avant, on parlera plus tard, peut-être dans une prochaine émission, d'une très grande expédition, beaucoup plus importante que les autres. Mais finalement, il y a 4 expéditions. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces 4 expéditions à chaque fois, ce sont on pourrait dire des coups d'épée dans l'eau, parce que comme je vous l'ai expliqué, le problème, c'est pas d'arriver aux Philippines à travers le Pacifique, c'est de trouver la route retour, ce qu'on appelait le tornaviaje, c'est-à-dire de pouvoir traverser des Philippines jusqu'au Mexique. Et en fait, la colonisation espagnole, elle débutera véritablement lorsqu'en 1565, Andrés de Urdaneta, qui fait partie de l'expédition de Legazpi, trouvera le chemin retour. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va organiser une rotation des flottes, et que là, on va pouvoir réapprovisionner en hommes, en munitions, créer une véritable base arrière à Sébou et entreprendre la conquête de l'archipel. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé la route retour, il se passera toujours la même chose, c'est-à-dire que les Espagnols se retrouveront en gros prisonniers en Asie. Leur seul moyen de regagner l'Europe, c'est de traverser l'Asie portugaise, et en général, ils tombent sur des patrouilles des escadres portugaises qui les arraisonnent et qui les dépouillent et qui les renvoient fer au pied en Europe. Et je voulais juste te dire, ce qui est intéressant dans la controverse, qui est le héros de l'histoire, côté philippin? Est-ce que c'est Enrique ou est-ce que c'est Lapu-Lapu? Il y a des vraies batailles de mémoire dans l'espace public. Par exemple, quand on a voulu inaugurer une nouvelle statue de Lapu-Lapu à Manille, il y a eu tout un tas de débats. Pourquoi? Parce que si le héros c'est Enrique c'est un Malais musulman. Donc ça veut dire que le héros de l'histoire, pour aller vite, c'est la partie musulmane de l'archipel. C'est ça. Lapu-Lapu n'était très probablement pas musulman, puisque même Umabon ne l'était pas. Si c'est Lapu-Lapu qui est le héros, alors c'est cette partie de l'archipel qui, la première, s'est convertie justement au catholicisme, et qui en gros est passée directement de l'animisme. C'est pas vraiment de l'animisme aux Philippines, c'est plus compliqué, c'est de l'analogisme. Bon, il y a des rituels pour aller vite chamaniques, etc. Mais on vénère pas des petits objets, on vénère des puissances qui imprègnent des objets, des présences, etc.
Et en gros, c'est toute cette partie des Philippines qui est passée directement de l'animisme au catholicisme qu'on célèbre avec la Lapu-Lapu. Donc vous voyez bien l'enjeu. Ah oui, tout à fait. Enrique, devenu, si on fait d'Enrique le seul héros de l'histoire, alors c'est quand même l'histoire musulmane de l'archipel qui triomphe. Si on fait de Lapu-Lapu le véritable héros de l'histoire, alors c'est l'histoire animiste et catholique qui triomphe. Donc l'enjeu, compte tenu de la situation aujourd'hui encore aux Philippines, je dirais l'irrédentisme à Mindanao, la question des statuts d'autonomie des régions, etc., ben, l'enjeu, il est absolument phénoménal. C'est ça. Donc il y a encore des échos aujourd'hui dans notre histoire contemporaine. Voilà, quand on choisit son héros, on choisit son histoire. C'est tout à fait juste. C'est peut-être le mot de la fin de conclusion, puisque maintenant on va pouvoir choisir entre Magellan, Lapu-Lapu, Enrique, qui aurait fait le premier tour du monde. Donc merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Stéphane, tu as des... Non, les livres. Les livres, bien sûr qu'on va citer les livres, parce que ça m'a servi énormément. Alors le premier livre, alors je ne sais pas si je le montre à l'endroit ou à l'envers à chaque fois, tout est inversé, mais c'est Romain Bertrand qui a fait le tour de quoi, l'affaire Magellan, donc chez Verdier. Le deuxième film, le deuxième livre, parce que pourquoi je dis film aussi, c'est que quand j'ai lu ce livre, qui est un livre historique, fait par un professeur, chercheur, je l'ai lu comme un roman. Vous l'avez écrit comme un roman, c'est-à-dire qu'il y a une vraie affaire, on suit, on est dedans du début jusqu'à la fin, un peu haletant, et avec... il y a du cliffhanger. Exactement. Il y a du suspense un peu partout. C'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai adoré personnellement. J'avais vu aussi une autre série, Manila Dream, où vous faisiez cette lecture et qui vient, si je ne me trompe, de l'histoire à parts égales. Donc, c'est un autre livre que vous avez écrit. Celle-là, ça, c'est sûr, justement, on arrive à cette période. C'est Legazpi qui arrive aux Philippines avec Urdaneta. Les années 60. C'est vraiment les tout débuts de la colonisation espagnole. Ouais. Voilà. Donc, on pourra suivre là aussi un procès extraordinaire, triste et sauvage en même temps. J'en dis pas plus, lisez-le. Pour préparer cette émission, évidemment, le voyage de Magellan de Pigafetta, donc ça c'est une réédition, on va dire, formidable d'ailleurs, on saura tout, alors on saura aussi la manière dont Pigafetta décrivait absolument jour après jour tout ce qui s'est passé sur les bateaux dans cette expédition un peu folle. Et puis aussi, si on veut vous lire dans un ouvrage plus collectif, dans la revue L'Histoire du mois d'octobre, il me semble, il y a un très très grand dossier justement sur Magellan. Vous y avez pris part. Et je mettrai toutes ces références évidemment à la fin. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine émission. On verra. En attendant, on vous remercie. Toute la communauté du FM Live, des escrimadors, vous remercie pour cette mise en lumière. Voilà, c'est Merci historique. Beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt, j'espère. À très 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 bientôt. Merci et à très bientôt. Nous, on va continuer sur une autre partie. Au revoir Romain, merci. On va continuer sur une autre partie de... Alors, juste peut-être... Et dernière. Ouais. Alors attends, juste... Donc, en fait... Parle un peu plus fort, viens ici. Alors attends, je me rapproche. Non, juste ce que je voulais dire, c'est que globalement, ça fait partie des... Je vais pas dire que c'est pas la meilleure parce que toutes les émissions ont été meilleures, mais là on voit quand même que quand on va chercher quelqu'un qui est un professionnel du sujet, on accède à des connaissances quand même assez intéressantes. Là où je trouve en plus que c'était, comme tu l'as souligné, c'est que c'est pas de l'histoire un peu, je vais pas dire chiante entre guillemets, mais des fois, il y a des cours d'histoire où on s'ennuie un peu. Là, le fait effectivement qu'on l'ait un peu raconté comme un roman, je pense que c'est très intéressant. Et donc, l'objectif du FM Live, c'est effectivement d'aller aussi sur ce sujet-là, on l'a toujours dit, sur l'histoire, la culture. En français, il n'y a pas grand-chose, il y a beaucoup de choses très, très succinctes ou des versions un petit peu...
qui sont pas forcément très sérieuses. Et voilà. Et donc là, moi, j'étais captivé par le discours. Bon, Gaston était possédé aussi, puisque voilà, Absolument. il a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc voilà, on va encore remercier Romain Bertrand pour nous avoir accordé ce moment, sachant que voilà, c'est quand même un très grand spécialiste. On l'a dit en début sur son parcours, et on espère pouvoir refaire ce genre d'émission de ce niveau-là. Sur l'histoire, la culture, parce que c'est sans doute quelque chose qui permet de mieux comprendre aussi nos disciplines. Je crois que si on veut comprendre nos disciplines actuellement, il faut quand même aussi comprendre l'histoire des Philippines, la culture des Philippines, parce que ça va nous donner des explications, et ça évitera d'aller chercher des choses qui sont un peu farfelues. Gaston, je crois que tu as... Alors, j'ai une petite revue. Alors, j'ai aussi des excuses à présenter, parce qu'en fait, toujours dans la précipitation, la technique et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On doit diffuser normalement sur le site, le groupe FM Alive. Je l'ai diffusé sur mon compte. Alors, pas de panique. On va prendre la vidéo, on la remettra sur le FM Alive, et il sera en replay. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui nous attendait, qui se disent ils sont encore en retard. Non, on a diffusé, mais sur mon compte. Bon, voilà, un jour, quelqu'un d'autre fera... Un jour, on y arrivera. Peut-être ça sera le dernier jour. Voilà, ce qu'on voulait vous proposer maintenant, c'est aussi une petite revue d'un film. Alors, je vais envoyer cette revue de film. Ce film s'appelle 100%. Alors, c'est la dernière partie du FM Alive, 100%. Je vais essayer de reprendre un petit peu mes fiches. Voilà, on a ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur 100%? Vous le reconnaissez à l'écran, c'est Burton Richardson. Burton Richardson a produit et réalisé un film. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu. Là aussi, on risque de me dire qu'on entend mal. Vous allez me dire toujours. A produit et réalisé un film d'arts martiaux. Lui-même, alors, je vais le présenter. Tiens, Stéphane, est-ce que tu veux dire quelques mots sur Burton Richardson? Burton Richardson, il est quand même assez connu dans le milieu du Kali, du Jeet Kune Do. C'est un expert américain, voilà, qui a maintenant, je pense qu'il a facilement, je dirais 35 ans d'expérience. Il est connu pour être un des full instructeurs sous Dan Innocento. Pendant très longtemps, il a été étudiant à l'académie de Dan Innocento. Quelqu'un qui a eu une présence dans les médias américains d'arts martiaux avec des articles. Il a eu très rapidement une série de vidéos chez Unique Publication, qui était un très grand éditeur de vidéos d'arts martiaux, on va dire dans les années 90-2000. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu, reconnu, qui a fait quelques apparitions dans des films. Alors bon, c'est pas des films à très grand budget, mais voilà, ceux qui ont à un moment donné suivi les quelques films d'arts martiaux de spécialistes, voilà, il a eu quelques rôles. Et il y a effectivement ce film-là, c'est Ronnie Ricketts, qui est un acteur philippin qui est très connu pour... notamment, je crois qu'il a fait la série Les Mano Mano aux Philippines. Et voilà, donc... Ronnie Ricketts, d'ailleurs, c'est le frère de... Christopher Ricketts, qui est un très grand spécialiste, expert, décédé il y a quelques années, notamment en Calice Illustrissimo. Absolument, c'est voilà, enfin non, plus que ça avec Tony Diego, mais voilà, dans l'affiliation directe... Calice Illustrissimo. Donc si on revient un petit peu au film, donc je suis en train de vous passer en même temps des extraits choisis de ce film pour que vous voyez. Alors très clairement, je vais vous dire une chose, voilà, dans ma recherche sur les films qui portent sur les arts martiaux philippins, je suis tombé sur celui-ci. C'est une perle incroyable, mais c'est avant tout un nanar. Soyons clairs, c'est un nanar. Alors, c'est un nanar, on va pas en parler pour se moquer, pas du tout. Il se trouve que le film, voilà, est très honnête, réalisé, voilà, bon, avec des acteurs, tout ce qu'on veut. On a parlé de Burton Richardson. Ça reste un nanar quand même assez invraisemblable. Il faut le regarder. Je commence à regarder ce film, et puis je me dis, bon, là, c'est quand même un peu poussif, tout ça. Et puis, Burton Richardson arrive aux Philippines. Il arrive à Manille, dans Barangay de Manille, et là, ça commence à devenir intéressant. Il est accompagné, là, vous le voyez à l'image, de Ronnie Ricketts.
Et on se dit, mais attendez, là c'est la première fois que je vois finalement un Américain in situ à Manille dans les barangays et qui va parler aussi d'arts martiaux. C'est lui qui a fait toutes les chorégraphies. Donc là, ce que vous voyez, c'est les méchants, les gentils contre les méchants. Alors c'est très binaire. Hein. À partir d'ici, je me suis dit, là je décroche parce que quand je vois le gars qui s'évanouit comme ça, je dis, bon, il faut changer de chaîne, Gaston. Et puis arrivent les premiers combats. Et là, on commence à être délicieusement surpris. Regardez cette maîtrise ici de la boxe, pied-point, saisie, étranglement. Voilà, là c'est tout ce qu'on aime, en tout cas tout ce que j'aime. Et là on se dit le très très haut niveau de Burton Richardson, effectivement. Et puis bon, même si c'est chorégraphié, la moitié des acteurs sont ses instructeurs justement de sa propre école de Jeet Kune Do. Mais c'est super intéressant à ce niveau-là. C'est intéressant aussi au niveau, voilà, il va aux Philippines, il prend le parti de faire un film sur les arts martiaux philippins, aux Philippines, dans les barangays. Donc voilà, on peut, je vous laisse quelques minutes avec ces combats, je peux que vous le conseiller. 100%. 100% full, exactement. Je vous raconte pas exactement pourquoi cette phrase est dite. C'est à la moitié du film et on verra à ce moment-là pourquoi. Là, on est en train de regarder la maîtrise au sol, JBB, tout ça. Donc vous allez voir plein de choses, plein de techniques. Bon, des fois belles, moins belles, mais très franchement, ça vaut le coup d'œil. Parmi tous les films d'arts martiaux qui traitent justement des Philippins, voilà, celui-ci, il est dans mon top 10, très clairement. Et là, on va voir justement une séquence de cadena de mano incroyable, comme à l'entraînement, on va dire. Donc, regardez la suite et la série magnifique qu'il lui fait de clés, de bras. Donc là, vous voyez Gurley, la sœur de Ronnie Rickett dans le film, qui tombe amoureux littéralement de Burton Richardson, qui s'appelle Frank Hopkins dans ce film, voilà, pendant ce combat-là. Donc bon, je vous laisse quelques minutes avec cette séquence, déguster, c'est beau. Et il y a des séquences d'armes, effectivement, il y a des séquences d'armes, on va y arriver justement. Regardez cette suite, elle est magnifique, magnifiquement fait. Ok, on va arriver un petit peu à la séquence, voilà, bâton. Et on va se quitter sur cette séquence-là. Alors attends, il y aura la fin, il faut que je... Tu sais Stéphane, parce que vous envoyez Stéphane. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, début de désarmement, magnifiquement fait, comme à l'entraînement. Avec la première des armes, hein, justement, c'est le coup, directement au bâton. Ouh, ça fait mal. Très bonne série Z, mais vraiment très honnête. Et puis chaque participant, pas chaque pratiquant, je veux dire, il trouvera son compte. Voilà. Donc on revient au direct, comme on dit. Et tu voulais dire un mot, Stéphane? Oui. Alors on va mettre, parce que ça c'est Alex, c'est la partie d'Alex qui va le mettre un peu plus tard dans la journée. On a eu la gentillesse de Stéphane Valex, qui est instructeur de Kali Jeet Kune Do, de l'association Alchimie, qui au pied levé nous a fait une série technique. Voilà, c'est vrai qu'on a eu la date aujourd'hui pour faire l'émission, donc c'est vrai qu'on a été un petit peu pris par le temps. Et il a été très réactif, donc on vous mettra, il nous a fait avec son camarade Anthony une petite série technique en bâton-bâton. Voilà, avec 6 photos, les petites explications qui vont avec. Et donc on vous mettra le lien sur Facebook, sur cette série technique qui sera déposée sur FM Arts. Voilà, et tous les liens seront là, les liens avec les écoles. Merci beaucoup Stéphane Valex de nous avoir envoyé cette série. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était une matinée passionnante en ce qui me concerne, en ce qui te concerne. On en fera très certainement une prochaine sur une autre partie de l'histoire des Philippines. Pourquoi pas continuer justement ce qu'on disait avec les Legazpi,
1565, on arrive à Manille. Et puis on va pas en dire plus. En attendant, on vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. On met tout ça sur le groupe FM Alive. Merci de nous avoir suivis. 1000 excuses encore une fois pour tous les problèmes de son. Ça fait partie de l'émission. Ciao, à bientôt. Merci à tous, au revoir. Épisode 4 en préparation. C'est bon, ça coupe. Donc tu peux l'enregistrer, si ça de toute façon elle sera sur Facebook.